On est bêtes, nous, les pilotes. Hein. Bête. Des fois, on fait des sacrées conneries. Hein. Vas-y. Faut pas aller trop loin. Tu n'as pas besoin d'être champion du monde F1 pour être le meilleur pilote au monde. Quoi. En fait, je le dis, et je n'arrêterai pas de le répéter, ce sport automobile des échelons pour la F1, c'est bidon. Et j'ai pas peur de le dire. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle interview Mechanicus. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir je pense, un monument, ou en tout cas quelqu'un qui a vraiment marqué le sport auto français et qui nous a été présenté par Papy, donc Jean-Pierre Diot, dont j'espère que vous avez regardé l'interview. Euh, Hello Nicolas. Salut Quentin, ça me fait Voilà, on a la plaisir. chance d'être avec on a la chance d'être avec Nicolas Minassian aujourd'hui, qui est un très grand pilote automobile, qui a fait, je crois, 15 ou 17 fois Le Mans, sauf erreur de ma part. Ah ouais, ouais. Voilà, donc on va avoir plein de petites infos croustillantes. Et puis, bah, voilà, c'est une chance de dingue d'avoir une personne avec ce palmarès et cette expérience dans les voitures de course. Donc, je suis hyper content d'être avec toi. Et on va commencer par le commencement. Est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, moi, j'ai 47 ans. J'ai commencé le sport auto, je dirais, à peu près à l'âge de 16 ans et demi, quoi. J'ai commencé assez tard. J'y suis tombé dedans par hasard. C'était vraiment pas la voie que j'avais dans ma vie, quoi. On va y Je revenir suis- après, mais quand tu commences dans le sport auto à 16 ans et demi, ça veut dire que c'est pas le parcours classique où tu commences à non, faire du karting quand tu as 5 ans, quoi. non, non. En fait, j'ai attrapé le sport auto comme il m'est tombé dessus, quoi. C'est-à-dire? Par chance. Et puis, ben, un jour, mon père est arrivé à la maison avec un karting dans le coffre de la voiture. Ouais. Et un client à lui a fini de payer une machine qu'il lui avait achetée avec un karting. Alors attends, Donc, ton père, il n'était pas du tout dans les bagnoles, en fait. non, il n'y a personne qui est dans les bagnoles Ah, c'est dans dingue. ma Alors, famille. raconte-nous rapidement ce que faisaient tes parents et toi, le parcours à l'école qui, en fait, était classique, qui n'était pas du tout un parcours de sportif au départ. Ben, moi, en fait, mon père, il vend des engins de travaux publics. Enfin, c'était un mécano. Après être mécano, il est passé entrepreneur. Et puis, il fait de la vente, achat de matériel de travaux publics, ce qui est Caterpillar, Volvo, Ok. Fiat, Caz, enfin, tout ce genre de trucs, quoi. Donc, rien à Tout voir ce avec les qui- bagnoles. Rien à voir avec la bagnole. Mon père, il a toujours voulu que je bosse avec lui. Et puis dans la famille, on est tous là-dedans, quoi. Mon frère, il vend des marteaux. Mon père, il vend des machines. Mon oncle, il est carrossier. Il fait des peintures. Mon autre oncle, il fait du dénivellement, tout ce genre de trucs. Mes cousins, ils conduisent des camions. Enfin, je veux dire, dans la famille, on est dans le TP, quoi. Pas dans, pas dans la cour. Je suis le seul qui ait fait Et ta mère, rien à voir non plus, du coup. Non, non. Ma mère est juste un peu folle au volant, quoi. C'est tout, quoi. Un peu comme mon père, hein. Je dirais que depuis tout petit, mon père, il adorait les voitures. Ma mère, elle aime bien aussi tout ce qui est voiture, course. J'allais voir des grands prix. Comme Ouais. j'étais toujours castellé, j'ai fait en fait surtout la moto, Bol d'Or, Grand Prix moto, les Randy Mamola, tout ça. J'aimais bien aller les voir au Castellet. Ouais. Et puis, j'ai commencé à faire du karting parce que mon père, il est arrivé avec ce karting et il m'a dit, ah, Nico, ce que j'ai, on va aller s'amuser pendant les week-ends, quoi. Ça, c'est génial. Et donc là, Voilà. coup de bol complet. Toi, t'aimais bien les bagnoles, grosso modo, mais tu regardais les grands prix à la télé ou t'allais les voir de temps en temps en vrai, quoi. T'avais Mhm. déjà une passion pour l'endurance et le Mans, etc. Ou c'était plus les Formule 1? J'avais la passion pour faire des conneries, surtout. Et ça m'a fait vachement du bien de tomber sur quelque chose sur quoi enfin, une passion que j'ai découverte. Parce que j'ai toujours aimé, j'avais la mobilette à 14 ans, que j'ai trafiqué de fond en comble. J'ai eu Toi, pas t'étais mal manuel d'accidents. quand même. Comment? T'étais déjà manuel. Ah ouais, ouais, ah ouais, ma mobilette, elle envoyait du gaz, hein. C'était plus vraiment une vraie mobilette, quoi. J'avais les kits, les culas spéciales, les pots d'échappement, les Putain, allumages. de la mobilette au proto Le Mans, le chemin est dingue. Voilà. Non, et puis j'ai pris le sport auto
comment il est venu, quoi. J'ai amené mon karting au Rove, à côté de Marseille. Ouais. Et je m'amusais tous les mercredis et les samedis à faire des tours. Quand il n'y avait pas la location, je montais sur mon karting et je m'amusais, quoi. Et Et j'ai pu en faire. tes parents, ils étaient hyper supportifs du coup, parce que c'est eux qui t'emmenaient à chaque fois, qui te ramenaient, etc. En fait, mes parents, ils bossaient. Et celui qui m'emmenait, c'était mon grand-père quand j'allais le voir à Marseille. À midi, j'arrivais, je prenais le bus, j'arrivais, on faisait le plein du jerrycan, il me déposait la journée, il me récupérait le soir, quoi. Ah, c'est C'était énorme. vraiment, c'était vraiment, je m'amusais, hein. C'était pas Ouais, vrai, ça n'avait raconte rien tes à tout voir premiers avec la course souvenirs. automobile, hein. Là, tu vois le karting dans le coffre de la bagnole. Ça se passe Ouais. comment? Et après, la première fois que tu fous le cul dans ton petit baquet, là, comment ça se passe? C'est quoi le sentiment? Tu sais quoi, j'ai eu beaucoup de chance. Je me regarde maintenant, je suis le même que j'étais il y a. Enfin, j'ai grandi quand même, heureusement, quoi. Mais j'ai pas je me dis juste que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur ça à ce moment de ma vie, quoi. Ouais. À 17 ans, j'étais manœuvre maçon. Et c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans quand j'étais pilote. J'ai continué à travailler dans la maçonnerie parce que ma petite copine à l'époque, son père, il avait une entreprise de maçonnerie et puis j'ai bossé chez lui et puis il me laissait partir les week-ends pour aller faire mes courses. Et puis si je partais 2 jours de plus, il me donnait quand même mon salaire complet du mois, ce qui m'aidait à payer mes voyages et mes trucs, tout ça, quoi. Et du coup, mais comment tu faisais pour t'entraîner et bosser en même temps? Tu avais une organisation de malade. Je m'entraînais pas, hein, je m'entraînais pas vraiment, quoi. J'ai fait toute ma carrière sans vraiment m'entraîner, quoi. T'es... Ma carrière, jusqu'au jour où je suis parti en Angleterre, ce qui a fait que je suis passé vraiment professionnel à ce moment-là, quoi. Ok. Avant ça, en fait, je l'ai fait vraiment. Ce que je dis souvent à tous les pilotes que je rencontre, les jeunes, tous les jeunes et tout, je pense que quand tu prends du plaisir et que tu as trouvé quelque chose tu sens que tu as la chance d'avoir trouvé quelque chose qui te plaît. Tu vas avoir de la chance pour être pilote quand même, hein. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de le faire. Ça coûte très cher et c'est pas facile, quoi. Donc, quand je suis tombé là-dessus, ben, chaque année que j'ai faite, avant que vraiment je passe professionnel, je les ai fait pour le plaisir, vraiment, quoi. Putain, mais Après, j'ai eu. c'est quand même dingue parce que du coup, tu as posé le cul dans ton baquet, tu as commencé à t'amuser et à te rendre compte que tu étais meilleur que les autres. J'étais pas mauvais, ouais. Non, mais t'étais pas mauvais. Comment ça se passait? C'est que déjà, les premiers sentiments quand tu as posé le cul dans ton kart et que tu as fait les premiers tours de piste, c'était quoi? C'était genre, Les premiers t'avais tours un de peu cartes que j'ai peur? fait, Est-ce que t'étais, c'était dans un jardin chez mon père. J'ai fait le premier tour de cartes. Alors, le karting, comme je n'y comprenais absolument rien, à part la moto de cross que j'adorais et le cyclo, ou conduire la voiture de mon père sur ses genoux quand j'étais petit, et puis dans le jardin, parce qu'il avait quand même un grand jardin dans le Vaucluse, donc je pouvais m'amuser avec la voiture et lui détruire le jardin. Euh, j'ai conduit ça dans le jardin en slick, à prendre des bosses avec le karting, ce qui marchait pas, quoi. Donc de suite, on a pris le karting, on l'a amené au Rove, et puis j'ai déposé. En fait, je payais, je sais plus comment c'était 20 francs par semaine de gardiennage. Et le karting il était sur place, j'avais juste à me rendre là-bas et puis aller m'amuser, quoi. Et puis en fait, et, quand j'ai posé mes fesses là-dessus, c'est sûr que je me suis dit, waouh, là, alors là, je vais me régaler là. Là, ça va être top. Et c'est surtout quand j'ai mis mes fesses dans le karting sur une piste de karting que là, je me suis dit, waouh, ça c'est top. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aime quand même, j'aime me pousser. En fait, j'avais pas de limite avant. J'étais à faire des bêtises tout le temps sur la route ou dans un circuit de motocross, quoi. Mais pas sur un circuit vraiment où c'est fait pour, où en fait il faut avoir du rythme, il faut avoir de la perfection, en fait, quoi. Et et c'est donc, ce qui m'a. même à cet âge-là, le Nick Mination à 5, 15, 16, 17 ans, là, quand tu commences à rouler là-dessus, t'es Mhm. quel genre de pilote? Est-ce que tu es le gars qui va rentrer dans les copains qui sont pas les couilles mais qui veut gagner quoi qu'il arrive et qui a un couteau entre les dents? Ou est-ce que tu dis, OK, en fait, je vais faire 10 tours de plus que les autres parce que en fait, je vais mieux comprendre la piste et in fine, tu es plus rapide parce que tu as un meilleur point de corde, tu as un meilleur point de freinage, etc. T'es un bourrin ou t'es un finot? Je suis un mec cool. Par contre, quand j'ai le casque, je suis assez méchant, quoi. Donc la première option, du coup. En fait, je le fais pas je le fais pas juste pour faire des tours. Je le fais parce que j'aime la compétition.
Mais Donc alors, automatiquement, ça, c'est hyper intéressant. Euh, voilà. T'aimes la compétition, mais ça veut dire quoi? Est-ce que t'aimes être le premier ou est-ce que t'aimes battre tes propres perfs? C'est la compétition contre les J'aime autres ou contre toi? j'aime surtout me sentir que la voiture, je l'ai bien dans les mains et que j'en fais un peu ce que je veux. C'est ça qui me donne une très grosse satisfaction. Dès que j'ai la voiture, et que c'est n'importe quelle voiture que j'ai roulée parce que j'essaie de toucher un peu à tout, dès que j'arrive à ce niveau où, waouh, là, je suis rentré dedans et je suis à la limite et je l'ai bien contrôlé et j'arrive à me sentir vachement à l'aise dans une voiture, à la pousser à la limite. Là, je suis. Comment, ça veut dire, quand tu dis je suis dans une voiture et j'en fais ce que j'en veux, c'est Mhm. pour des gars qui ont jamais conduit des protos ou des voitures incroyables comme tu as pu le faire, ça veut dire quoi techniquement? Comment est-ce que nous, Ça- on peut se dire j'en fais ce que j'en veux? alors déjà sur un circuit, c'est toujours pareil, quoi. Ça tourne en rond, on a toujours les mêmes virages. Après, la piste, elle change, les conditions de pneus, elles changent, mais en général, c'est répétitif. Ouais, Donc, tu peux quand même explorer la voiture un petit peu sur tous les angles, quoi. Donc déjà, en fait, on apprend durant une carrière, tu commences à faire quelque chose et tu le fais surtout à l'instinct. Petit à petit, tu commences à apprendre un petit peu plus et puis tu arrives à un certain niveau où il faut faire plus. Si tu fais pas plus, ils sont tous aussi bons que toi si c'est pas meilleur. Donc, ouais. il faut trouver une autre solution pour aller les battre. Donc moi, ce que j'aime, c'est pousser une voiture à la limite, c'est la sentir que je la sens bien. C'est que je pars, j'ai aucune. En fait, je sais que je vais pousser la voiture, la mettre dans n'importe quel sens, jamais je vais la perdre. Je ne D'accord. sais pas si tu arrives à voir. Ouais, La si, voiture, en je fait, vais ça veut dire que attaquer, je vais être probablement en pole ou deuxième sur la grille de départ, et en plus, la voiture, je ne vais pas la perdre. Parce Hmm. que j'ai tellement confiance et j'arrive tellement à avoir confiance en moi, parce que ça, c'est ce que tu développes aussi dans une carrière. Tu ne l'as pas de suite. Au début, j'en ai broyé des voitures, hein. Puis en karting, je me suis cassé des côtes, j'ai fait des tonneaux, souvent dans tous les cartons. S'il y avait un carton, j'étais dedans. Parce que c'est un peu comme ça que tu apprends quelque part. Ouais, bien Après, tu sûr. apprends. Ouais, putain, j'ai mis le nez là, fou. Ouais, c'était pas passé parce que ben, tu analyses. Mais c'est surtout l'expérience qui fait que tu analyses. Ouais, ouais. Parce que j'ai appris sans vraiment avoir qui que ce soit qui m'a appris. J'avais beaucoup mon oncle qui me suivait et qui m'a aidé. Mon père m'a aussi un petit peu aidé financièrement au début dans le karting, mais ça n'avait rien à voir avec ce que c'est maintenant, le karting. Tu pouvais arriver avec ta carriole et quand même être compétitif sur un Ouais. circuit, quoi. Mais bon, Et j'ai appris tout ça. t'as pas eu de mentor, même au début, tu vois, t'as pas eu de mentor, un gars qui te suivait, qui essaie de te, tu vois, comme tu peux voir dans les films, tu vois, où tu as genre un gars qui repère le petit qui est bon et qui se dit putain, lui, je vais l'emmener jusqu'en haut parce qu'il a l'air sympa, qu'il a la dalle et tout. Tu as appris tout Non, seul. en fait, j'ai appris tout seul et j'ai appris de chaque coéquipier que j'ai eu aussi. Chaque année, il y a des coéquipiers qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté, quoi. Mais j'ai jamais eu un ancien pilote d'F1 ou un coach ou un truc comme ça. Non, j'ai fait tout à ma manière, quoi. Sur l'époque où tu étais en karting, tu avais, cette espèce de, entre guillemets, de rivalité avec le petit gars qui commence avec un petit kart tout pourri mais qui est vraiment doué, en face des gars qui sont blindés, qui arrivent avec des machines de guerre et contre lesquels tu te bats, mais tu sais que c'est compliqué parce que les gars, ils ont pas le même Non, entraînement. j'ai pas eu ce problème parce que j'ai fait que 2 ans de karting. D'accord. Donc, j'ai pas roulé longtemps là-dedans. J'ai commencé à faire du karting, c'était mi-année 89. Ouais. C'est là que j'ai découvert un karting pour aller m'amuser. Début 84, j'ai fait une école de pilotage au ROV que j'ai gagné. Donc, j'ai gagné un karting tout neuf. Sympa. On n'a pas gardé, on l'a vendu. On a acheté un autre karting. C'était un Merlin à l'époque, je crois, ou un Tony Kart, je ne sais plus, mais un Merlin. Ouais. Et puis on est allé faire la ligue. On s'est dit, ah, on va faire la ligue. Donc on a on avait une camionnette. Mon oncle, il avait toujours des trucs, mon père aussi. Donc on a pris une camionnette qu'il y avait dans le bureau. On a mis le karting derrière, on a fait préparer un moteur et puis on est allé faire joujou à la ligue. Et quand Et j'ai alors, fait la ligue, et comment ça s'est passé alors? rapidement, j'étais dans le top 5, quoi. Parce Alors que qu'il y avait j'étais. des gars qui devaient y être depuis des années et qui devaient faire du karting depuis des années. Ouais, ben, je dirais que souvent, en fait, le problème qu'il y a dans les pilotes, c'est qu'ils se prennent la tête, quoi. Et quand tu te prends la tête,
Dire, tu peux commencer le karting à 5 ans, mais si à 10 ans, le mec, il a tellement roulé qu'en fait, il se sent un peu. Il faut avoir faim dans ce sport. Mais avoir faim, je pense que j'ai même du mal des fois à l'expliquer aux jeunes. C'est même plus avoir faim, il faut que ça soit une obsession, quoi. Mais ça, tu le sens dans toi, c'est dans tes tripes, quoi. C'est moi, le sport automobile, quand je me suis mis dedans, je voulais pas le perdre, mon karting, hein. Ouais. Je faisais n'importe quoi pour pouvoir faire ma course qui suivait le week-end d'après. Bon, des fois, j'allais rouler, mais j'allais rouler avec mon oncle et des amis. On faisait des tours comme ça, mais c'était pas vraiment de l'entraînement. C'était pour faire joujou. Et puis, j'ai fait une course sur une autre course, jusqu'à ce que je fasse les championnats de France ma première année à Salon. Et je finis 9e dès ma première année au championnat de France. Ah, c'est Donc, magique. c'était super. Et puis l'année, elle s'est tellement bien passée, même si j'ai quand même broyé quelques kartings. Et puis, en fait, on en a rajouté petit à petit. On en faisait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de courses. C'était quoi le budget sur une année? Oh, À la, j'avais pas. à la grosse louche, mais tu vois, J'avais un budget, dans les gens mais qui vont nous regarder, je pense qu'il y a plein de gars qui t'admirent, des gamins, etc., et qui se sont posés ou se poseront la question, ou même des parents qui vont regarder ça et qui vont dire putain, faudrait peut-être que j'y mette mon gamin. C'est quoi t'as envie que ton fils il découvre le sport automobile, tu veux le faire du kart, c'est quoi le budget à l'année? alors, où tu fais le kart comme les trois quarts des gens qui en font à haut niveau, et je trouve que c'est complètement. Je dis pas que c'est absurde, mais c'est impossible. Ils dépensent de 200 000 euros en une saison, quoi. Ah ouais, quand même. Où tu trouves 200 000 euros si tu n'as pas déjà, ou alors un sponsor, mais c'est rare d'en trouver maintenant des sponsors, ou alors quelqu'un, une famille derrière toi qui est là pour te supporter et qui se saigne et qui hypothèque la maison, comme il y en a beaucoup qui font, ou qui mettent leur business en danger, ou alors qui ont quand même une famille aisée et qui va les aider sans avoir trop de problèmes. Mais ça devient un sport très compliqué avec ça. Hmm. D'ailleurs, je trouve ça hyper malheureux. Moi, j'allais faire du karting, ça coûtait mais rien par rapport à ça, quoi. Ça coûtait rien. C'était un karting, je ne sais même pas, c'était en francs à l'époque. Je ne saurais même pas par où commencer parce que une saison de Formule Renault, enfin une saison d'F3, déjà, si je me rappelle déjà de ça, ça coûtait 300 000 euros, 250 000 euros une saison d'F3. Non, non, ouais, un truc comme ça, 250 000 euros. Alors qu'avec 250 000 euros, on fait de la F4 maintenant. Hmm. Moi, je faisais de la F3 au top niveau. Je partais à Macao, j'allais là-bas, je faisais championnat de France, championnat d'Angleterre. Et ça, c'est pas moi qui amenais les budgets d'ailleurs, parce qu'à l'époque, on avait des aides ou de Gauloises ou Gitanes, parce qu'en Ah, tant que qui Français, on avait des sponsorisait aides. carrément les petits jeunes prometteurs. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis après, dès qu'il n'y a plus les supports de la CEITA, les supports des cigarettes, c'est la CEITA qui nous aidait un petit peu avec des subventions, quoi. Ok. Et puis après, on a eu ELF qui a été énormissime pour tous les jeunes à l'époque en France. Ils nous donnaient un budget, ils nous donnaient en général la moitié du budget. Il fallait trouver l'autre moitié. C'était un peu comme ELF, il fonctionnait. Moi, j'avais toujours la moitié du budget, je ne trouvais jamais l'autre moitié. Donc, je faisais ma saison avec la moitié que j'avais. Donc, je ne faisais pas de test, je ne faisais pas d'entraînement, rien. Je faisais que les courses. Et ça me suffisait juste pour faire mes saisons. Et puis, je me suis démerdé avec ça, hein. Et ça, c'était quand tu travaillais encore ou? Ah ouais, j'étais toujours manœuvre-maçon à l'époque, quand je faisais Alors on va revenir, on va finir sur le karting. Du coup, tu fais combien de temps de karting et comment est-ce que tu passes au stade d'après? Alors, j'ai fait première année de karting. Bon, mon père m'a aidé, mon oncle. On a trouvé des budgets, on s'est démerdé. Ça ne nous a pas coûté une fortune et puis on s'est bien amusé. La deuxième année, j'étais pilote officiel techno avec Ouais. les moteurs GKS et Lehman. C'est des moteurs c'était le préparateur de Jos Verstappen à l'époque. J'étais dans le même team, du père C'est une paire de max. de Max, ouais. Et puis, Et ça, j'ai fait championnat c'est des d'Europe. monoplaces? Comment? C'est des petites monoplaces? Non, non, j'étais en karting toujours là. Ah, toujours en karting, ok. En karting, en 91, j'ai fait encore une année de karting. Ok. C'était ma deuxième année full-time, mais ma deuxième année où vraiment j'avais du matol. J'ai été pilote officiel, donc je ne payais plus le matériel parce que j'ai tellement fait une bonne année, une bonne première année, que j'ai eu un Ouais. deal pour ma deuxième année, quoi. C'est les gars qui Donc, sont venus te chercher, ils sont allés voir ton père, ils sont allés te voir toi directement, ça là, s'est passé comment? non, on les a vus, mon oncle qui était toujours sur les circuits avec moi, il a fait un deal par-ci, un deal par-là, et puis voilà, je me suis retrouvé à être
J'avais mon préparateur de karting qui était Marc Alvera, qui s'occupait de moi. On était tous les deux. Et j'avais un ami à moi qui est Richard Guidonne, qui était mon deuxième mécano. Ça fait qu'on partait dans la camionnette à toutes les courses, tous les trois. On embarquait le karting derrière. On a fait le tour de l'Europe avec la camionnette. On arrivait, on se montait une tente, on sortait le karting. Et les billets? Mon pote, il le faisait gratuitement parce que ça lui plaisait de voyager. Puis on était tous ensemble. Et puis voilà. Ça, Puis on c'est... faisait championnat d'Europe. Je finis troisième au championnat d'Europe. J'ai fait championnat du monde. À ta deuxième année? Deuxième année, ouais, je fais troisième au championnat de France aussi. Et j'étais toujours dans les. Je gagne pas mal de courses à ma deuxième année. Ouais. Et c'était. Attends. En deuxième année de karting, tu fais troisième au championnat d'Europe, c'est quand même incroyable. Ah ouais, c'était. Non, j'avais fait une super année. Ouais. C'était. Attends, C'était top. Mais ce qui était bien, c'est qu'en fait, j'avais 17 ans, presque 18 ans à ce moment-là, quoi. Et à cet âge-là, on est quand même un peu plus mûr. ouais. Quand je vois les jeunes de maintenant, ils font du karting depuis qu'ils ont 5 ans. À 12 ans, c'est les dernières années de karting qu'ils vont faire. À 14 ans, ils sont dans une monoplace. Mais les mecs, ils comprennent rien à la vie. Ils sont assistés. Il faut les amener sur le circuit. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un permis de conduire, que se faire à manger, que d'aller travailler, que de comprendre quelque chose. Enfin, je ne sais pas. Mais toi, ça n'a plus rien à voir. dommage que. Enfin, après, c'est une politique des parents, mais effectivement, c'est intéressant qu'un sportif, un pilote professionnel d'abord, mais un sportif professionnel dans un sens plus large, te disent les gamins qui sont picousés au sport, quel que soit le sport, et qui du coup ne font que ça dès l'âge de 5 ans, ils arrivent, ils sont complètement paumés et ils servent à rien. Toi, tu es en train de dire, grosso modo, que tu sois bon ou pas bon, si juste tu es au-dessus des autres, tu seras au-dessus des autres. Donc, profites-en pour apprendre un peu ce que c'est que la vie et quand le moment sera venu. C'est pas, j'aime pas critiquer moi toutes les situations parce que les situations elles changent avec les époques aussi. Hein. Donc moi, Ouais. mon époque, même si j'ai pas l'impression d'être vieux, quoi, mais il y a quand même un petit moment maintenant. Quoi. Et après, il y a 30 ans, quoi. Donc ça fait un petit moment. Et moi, mon époque, elle était plus facile pour avoir des volants, pour avoir des. On n'avait pas besoin d'être milliardaire pour pouvoir quand même avoir au moins une chance de faire quelque chose. C'était un petit peu moins compliqué. Maintenant, c'est devenu quand même un sport qui demande des budgets tellement considérables que pour la personne je suis sûr qu'il y a des gens hyper talentueux, des jeunes qui rêvent que de ça, qui n'ont même pas eu l'opportunité dans leur vie de mettre les fesses dans un karting parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et puis, ils n'auront jamais les moyens de le faire, alors qu'ils sont probablement peut-être même plus talentueux que les trois quarts des gens qui en font. Ouais. Donc c'est pas si on est un bon footballeur, on va jouer au foot, ça coûte rien quoi. J'achète une paire de godasses, je mets des protèges tibias, je vais jouer au foot. Si vraiment j'ai faim, que j'ai envie, j'y arrive. Vraiment si j'ai faim quoi. Si j'ai faim et que je suis très bon en automobile, non. Parce que il te faut financièrement tout ce qu'il faut derrière quoi. Et si tu l'as pas, et je te parle pas des petites sommes, hein. C'est pas pour critiquer le milieu, c'est le milieu comme il a évolué. La manière où il a évolué, il est pratiquement intouchable pour un milieu, je dirais, de personnes qui sont pas richissimes. Quoi. C'est bien très difficile. Et toi, du coup, la deuxième année, tu fais deuxième au championnat d'Europe, et c'est à ce moment-là où tu pars en Angleterre? Et non, en fait, j'ai fait, comme je voulais faire une troisième année de karting, mais la FFSA ne m'avait pas donné ma licence Super K, ça s'appelait à l'époque, ce qui veut dire les courses en karting où on avait les carburateurs à guillotine. Ouais. Et c'était une catégorie, la catégorie maximum du karting. Moi, j'ai fait championnat d'Europe en Formula A, et il y avait les championnats d'Europe championnat du monde en Formula K aussi. Il y avait juste deux catégories. Et pour faire la Formule K, il me fallait une licence encore un petit peu au-dessus. Comme j'avais fait que 2 ans de karting, la FFSA ne me l'a pas donné. Je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas donné la licence. Donc à la FFSA, j'ai dit merci beaucoup, au revoir, et j'ai fait la Clio Cup. Okay. Donc avec mon oncle, on s'est démerdé, on a trouvé une Clio. J'ai trouvé voilà. On a fait préparer la voiture au Mans.
On a trouvé quelques sponsors avec l'aide de mon père, de mon oncle. Moi, j'ai trouvé 2, 3 petits sponsors par-ci, par-là. J'ai fait fabriquer des t-shirts. J'ai gratté à droite, à gauche, un peu partout, quoi. Et puis, je suis allé faire une saison de Clio Cup. Et Et comme j'ai gagné dès ma première année la Clio Cup, j'ai fait une saison, j'ai fait 5e au championnat et j'ai gagné le rookie, ouais. des jeunes. Ben, j'ai gagné une Formule Renault toute neuve. C'était le prix qu'il y avait avec ça, quoi. Quelle est alors bon, je suppose que dans les gens qui vont nous regarder, il y en a plein qui ont et conduit des voitures et conduit des karts, etc. Donc, nous, on serait capable de répondre à notre niveau à cette question. Mais quand tu es un vrai pilote, c'est quoi la plus grosse différence entre les deux volants? Comment ça entre les deux volants? Entre être assis dans un kart et ensuite passer en Clio Cup. Est-ce que c'est, je sais pas moi, Le karting, en fait, ben, en fait, tu as droit à plus d'erreurs dans un karting. ah, voilà, ça c'est intéressant. Donc, et c'est quand même, c'est assez, il y a beaucoup, quoi. Tu as droit quand même à beaucoup d'erreurs dans un karting sans te sortir, sans faire de la grosse casse. Dès que tu montes dans une voiture, il faut être vachement plus. Euh, enfin, faut pas faire d'erreur, quoi. Alors, ça Tu es vite c'est, dans la rage, tu as vite détruit la voiture ou tu t'es vite mis dans le gravier, quoi. Et c'est fini, quoi. Un karting, tu te loupes, tu passes un peu le virage sur la gauche, sur la droite. Le karting, il ne se casse pas vraiment, il se tord un peu. Puis tu pètes des moteurs si tu n'as pas graissé comme il fallait au bout de la ligne droite. ouais. À l'époque, quoi. Mais la voiture, ouais, c'est quand même un petit peu plus. Ça te punit, hein. Est-ce qu'il y a un moment où dans ta carrière, tu t'es mis à rouler sur des machines, cartes ou bagnoles ou proto, etc., où tu commençais à avoir peur à un moment? Non. Et si oui, est-ce qu'il y a un moment où la peur, ça fait partie de ce que tu fais ou pas, et toi, tu débranches le cerveau et hop, tu roules. En fait, je suis vraiment pas peureux. J'ai peur de pas grand-chose. Donc ça, peut-être que ça m'aide ou peut-être que ça me rend un peu fou, quoi. Le seul moment où j'ai eu un pincement à l'intérieur de moi, c'est au départ des 500 miles d'Indianapolis. A rookie won from 22nd starting position in 1927, where freshman Nicholas Manassian starts today. And the quest for racing immortality is underway for the 85th time. The Indianapolis 500 is on, and Scott Sharp jumps into the lead. Robbie Gordon already very well. Scott Sharp. He bobbled in turn one, and he's hitting the walls. Scott Sharp. As Serbia closes, and just behind him soon will be Junqueira. Here's where you got to wonder if any two-way radio communication is going out. C'est le seul moment de ma carrière où je me suis dit, j'avais une telle pression à l'intérieur de mon ventre parce que j'étais pas vraiment prêt pour cette course. Je l'ai faite parce que l'opportunité est arrivée, je me suis qualifié, je me suis le mieux préparé possible, mais j'étais quand même pas encore assez prêt à ça, quoi. Mais tu n'étais pas prêt. En fait, tu disais Là, que tu n'étais pas prêt parce que tu connaissais pas suffisamment la voiture ou le circuit, ou c'était plus parce que tu avais une pression de malade, parce que c'était les 500 miles et intellectuellement c'est compliqué? C'était quoi? Parce que je m'étais écrasé dans le mur un mois avant avec la voiture en faisant sur le Indianapolis Speedway. Et je me suis fait un traumatisme crânien, j'ai perdu connaissance, enfin, je Ah m'étais fait ouais. bien mal. Et quand ça t'arrive, ça, c'est sûr que ils disent tous l'ovale, sur ovale, tu as les mecs qui roulent avant d'avoir tapé le mur et ceux qui roulent après avoir tapé, qui sont un peu différents normalement, quoi. Parce que c'est vrai que ça fait mal. Alors, Donc, raconte celui-là, ce choc-là. ben, en fait, j'ai le moteur acéré entre le virage 3 et le virage 4 quand Putain. je faisais des simulations de qualif. Donc l'arrière, l'arrière a bloqué, ne serait-ce un petit peu, quoi. Ça a déstabilisé la voiture et puis je me suis écrasé dans le mur, quoi. Et Putain. puis quand tu tapes sur un ovale, tu Et là, tapes en général t'es à 250 km/h ou 300 km/h. 150 à peu près, ouais. Aïe, aïe, aïe.
Tu fais du 360 de moyenne. Quand tu es dans le virage, tu descends à 355, 350. Quand tu tapes, le temps que ça ralentisse, tu es déjà au moins au-dessus de 300 quand même, quoi. Donc, ouais, ça fait mal. Tu n'as pas trop le temps de réaliser quand même, hein, mais ça fait mal quand même. Putain. Et donc là, effectivement, quand tu es remonté dans le... C'était quoi comme voiture? J'étais chez Target Chip Ganassi à l'époque, et c'était dans une G-Force Osmobile. Ok, ça marche. Et du coup, là, effectivement, quand tu remontes dans le baquet, tu te dis putain, ça vient que ça recommence pas, quoi. Ah, mais quand tu remontes, je me suis qualifié bien avec la voiture, donc ça allait. Mais le départ des 500 d'Indianapolis te prend quand même, quoi. Parce que tu roules en général entre 50 et 100 000 spectateurs pendant tout le mois de mai où tu t'entraînes et que tu roules et que tu t'arrêtes, que tu reroules. Quand tu arrives le jour de la course, tu as 450 000 spectateurs, quoi. Putain. Donc, le truc est tellement plein que le circuit il a l'air d'être plus petit, quoi. Et puis, puis ça te prend. Quand tu t'assois dans la voiture, c'est tellement plein que le circuit fait plus petit. Tu as la fête, les avions, les ballons. Gentleman Start Your Engine. Tu es dans la voiture, tu es attaché. Tu pars quand même pour 3h30 de course entre 360 et 380 km/h en général. Tu vas te bagarrer où tous les mecs, il n'y en a pas un qui est pas aussi fou furieux que toi, quoi, si c'est pas plus. Et oui, tu n'as pas droit à l'erreur, quoi. Donc c'est des courses difficiles et c'est une course qui m'avait marqué avec ça, quoi. Comment il s'appelle le français? C'est pas Bourdet? Si, c'est Bourdet qui a gagné les 500 miles de... Pagenaud. Ah, Pagenaud, putain. Donc Pagenaud, c'était incroyable. Je l'ai rencontré, il raconte un peu comment ça se passait. Tu avais aussi les espèces de guetteurs sur les tours qui te disent s'il y a une voiture devant, derrière, etc. Qui te filent. Les spotters qui te disent à la radio. Oui, les spotters, ouais. Hello, il te dit à peu près où tu es parce que tu as la tête attachée et elle est bloquée. Ouais. Donc, elle est bloquée de travers parce qu'avec la force, tu as la tête qui se remet droite et tu ne peux pas bouger. Donc, tu peux bouger que les yeux et les bras, quoi. Donc, ouais, mais tu peux même pas, genre, vous avez pas de rétro, je suppose, ou c'est des rétros qui servent à rien? Oui, on a les rétros. Mais donc, dans les rétros, tu peux quand même voir, c'est juste que tu vois pas l'angle mort, quoi, mais tu peux quand même voir si tu te montes derrière ou devant. Dans les rétros, c'est toujours bon de savoir où tu es, s'il y a quelqu'un qui arrive en course. Des fois, tu es plus rapide, toi, dans la voiture que le spotter. Donc, pour prendre une décision en fin de course, tu as besoin d'avoir quand même ce genre de truc. Mais le spotter, tu t'appuies sur lui totalement pendant la course. Et ça, c'est un gars que tu connais depuis hyper longtemps ou c'est des gars qu'on t'attribue ou comment ça se passe? C'est des gars que tu as qui sont spécialistes d'être spotter. Et c'est des mecs où tu as un langage de discussion très clair, spécifique. Et c'est quoi, par exemple, ce langage? Ben, c'est en anglais. Enfin, si je te traduis en français, il va te dire, par exemple, j'arrive dans un virage parce que tu fais souvent des virages à deux côte à côte. Ouais. On double quelqu'un et quand j'ai doublé, ben, il me dit, c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair, clair. Donc comme ça, je peux bouger et je peux pas toucher. Si je suis en haut, si quelqu'un est à l'intérieur de moi, il me dit reste en haut, reste en haut, reste en haut. Reste en haut, reste en haut, clair. Ou alors, si je suis en train de le doubler à l'extérieur du haut, on dit reste en haut, reste en haut, reste en haut. Et dès que je peux me rabattre pour l'empêcher de le doubler, il me dit clair. Et puis je redescends. C'est un peu pour tout, quoi. Et il y a une façon différente de prendre les virages en fonction de la température de la piste, du soleil, etc. C'est vrai, ça? Sur les ovales? Ouais. Ah, c'est impressionnant. Je pense que les gens ne comprennent pas ou combien j'ai beaucoup de respect pour le NASCAR, pour l'IndyCar, pour toutes ces courses aux États-Unis parce que c'est. Qui ont pourtant l'air d'être des courses de bourrin. Donc c'est bien qu'on en parle et que tu expliques un peu pourquoi c'est incroyable. Il faut être. Je pense pas que les mecs, en général, les mecs, ils ne veulent pas se prendre le mur, quoi. Ça fait mal, quoi. Et tu tapes très fort et c'est dangereux. Donc, c'est pas autant des bourrins que ça. C'est des mecs quand même très intelligents que la manière où ils font leurs courses. Mais c'est des experts de leurs courses. Raconte un petit peu les courses d'ovale comme ça, les petits détails qu'un pilote connaît et que les gens connaissent pas. Tu vois, typiquement les pistes. Déjà, si je pars sur un ovale comme Indianapolis, qui est un des plus difficiles parce qu'il y a 4 virages, ils sont tous différents.
il n'y a pas beaucoup d'angles. Donc, en fait, la voiture elle glisse en général. C'est au plus il y a de l'angle, au plus la voiture elle est scotchée sur la piste. Donc, Indianapolis, on roule déjà, c'est couillu, quoi. Il faut y aller, quoi, parce qu'il faut c'est pas des courses, je dirais, je peux aller c'est comme si tous les virages, je faisais au rouge dans une voiture qui tient pas bien la route, mais que je le passe à fond tous les tours, quoi. Et qu'il n'y a que des eaux rouges, en fait. Je passe une fois au rouge, je continue, hop, j'ai encore au rouge, et j'ai encore au rouge, et j'ai encore au rouge. C'est que si c'était des trucs maximum challenge à chaque fois, quoi. Donc, c'est intense comme course. Qu'est-ce qui va faire changer un virage d'un virage à l'autre? Qu'est-ce qui va faire changer le comportement de la bagnole? Un peu l'angle, s'il y a un peu de vent, le vent qui pousse d'un côté, le vent qui pousse de l'autre, la température de la piste, le spotter ou le team, il te donne ces infos dans l'oreillette? C'est à toi de le sentir dans la voiture aussi. Et puis après, il y a une manière, tu peux aller très vite tout seul. Après, il faut savoir aller vite en course. Et là, c'est 2 fois plus difficile, quoi. Parce que c'est pas aussi comme si on est bon pilote, on est assez couillu, on va y arriver pour aller vite. Par contre, en course, c'est une technique quand même assez différente, encore plus difficile. Parce qu'il y a l'aspiration, par exemple. Si on est derrière quelqu'un de très, très proche, ça va souvent faire perdre l'arrière. Si on est un peu moins proche, mais quand même derrière quelqu'un, on va perdre l'avant. Il faut calculer tout ça. La voiture, elle va changer à chaque fois quand on est en course. Si je double quelqu'un après 2 heures de course à l'extérieur, il va avoir des petits bouts de gomme. La piste, elle va être plus sale, elle va être plus glissante que les endroits où tout le monde sont passés depuis 2 heures au même endroit. Donc, l'anticipation du virage, elle est différente. Après, on peut régler la voiture en course. On peut faire les barres anti-roulées avant, barres anti-roulées arrière. On peut changer l'équerre arrière. Le mécano, il peut le changer. Il peut changer le flap avant. On peut changer aussi la répartition des masses. Tu as le droit de t'arrêter autant de fois que tu veux? Non, il ne faut pas que tu t'arrêtes souvent parce que tout le monde tu perds du temps. En moyenne, pour l'essence, tu t'arrêtes combien de fois? Ben, tous les 30, 35 tours, un truc comme ça, tu t'arrêtes. Ok. Ça dépend du nombre de tours que tu fais sur une course, quoi. Après, au niveau des pneus, il y a des stratégies différentes. C'est des courses avec beaucoup de stratégies. C'est plus stratégique qu'une course comme Le Mans ou une course d'endurance classique? Le Mans, c'est quand même, il y a beaucoup de stratégies aussi dans le Mans. C'est devenu un petit peu moins parce qu'il y a quand même moins de… il y a beaucoup les safety cars, les slow zones, les full course yellow, tout ça, ont quand même levé pas mal de stratégies. Et puis maintenant, il y a 3 safety cars au Mans, donc c'est difficile de rattraper le temps perdu, même si tu as un safety car. Alors qu'aux États-Unis, ils ont gardé la course vraiment à l'état pur où si tu as pris un tour à quelqu'un, tu vas pas le regagner facilement, mais ils font quand même des wave by. Ce qui veut dire s'il y a un safety car, ils refont passer le mec qui est devant pour qu'il regagne un tour et qu'il se remette derrière. En fait, ils font en sorte que la course reste du spectacle. Ouais. Donc un peu moins sécuritaire que Le Mans. Comment? Mais plus fun. Je dis moins safe, entre guillemets, ou moins stressé qu'une course comme Le Mans, mais plus à l'ancienne, quoi. Plus un truc de pilote, de course. Et moi, c'est plus ce qui me va, moi, quoi. Si je regarde la course en elle-même comme elle est, j'aime bien la course où le spectateur il fait partie de l'événement, où c'est la fête, où tandis qu'en Europe, ça devient des fois peut-être un peu trop compliqué, donc complexe pour les spectateurs. La course, elle est un petit peu moins attrayante parce qu'il y a moins de bagarres. Ouais. Et automatiquement, les gens, ils arrivent moins à… Tu sais, quand il y a de la bagarre, j'aime bien ce pilote-là, j'aime bien celui-là il se bagarre comme ça, celui-là il se bagarre comme ça. Et tu commences à aimer quelqu'un, à aimer bien sa personnalité, de la manière où il pilote. Quand il y a moins de courses et que c'est plus le team qui fait la course que ce que le pilote le fait aux États-Unis, bah, le spectateur, il se sent moins impliqué, quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, on vient de faire une grosse digression sur Indianapolis, mais je trouve ça passionnant parce que ces courses d'ovale, c'est tellement pas… c'est globalement assez peu connu, en tout cas techniquement, etc., que c'est toujours hyper intéressant de discuter avec des gars qui ont roulé en Indy, sur Indiana en tout cas,
Parce que tout ça, c'est des trucs qu'on ne connaît pas, tu vois. Donc, moi, je trouve ça génial. Et du coup, si on revient là, tu fais la Clio Cup, du coup. Tu cartonnes en Europe. Je gagne le championnat junior Clio Cup. Et on file un paquet en Formule Renault. Qui me donne une voiture neuve en Formule Renault. Mais comme je n'ai pas un rond pour aller faire de la Formule Renault, je ne sais pas trop quoi en faire de ma voiture, quoi. Donc, je me rappelle qu'il y avait… Qui c'était qui m'avait contacté? J'avais Marie-France Estenave qui s'occupait de la presse chez Renault à l'époque, qui m'avait dit, Nico, tu as choisi ton team et tout pour qu'on te donne la voiture. J'ai dit, ouais, mais j'ai la voiture, je peux choisir mon châssis parce qu'il y avait des châssis différents à l'époque en Formule Renault. Différents préparateurs moteurs, différents châssis. Il y avait 3 différents châssis à choisir, donc il fallait que je choisisse Orion, Martini ou Alpa. Et puis il y avait un team qui s'appelait Alpa, c'était Synergie Automobile, qui m'a dit Nico, viens, nous on va t'aider avec le budget. Renault nous donneront le budget pour te donner la voiture. Tu roules sur une Alpa et tu roules chez nous. Et c'était un team qui était un constructeur de voitures qui voulait démontrer que sa voiture était bonne. Parce que Martini, c'était un peu les leaders à l'époque. Oui. Donc moi, je suis parti chez Alpa. Parce qu'ils me proposaient un volant. J'amenais ma voiture et eux me faisaient rouler, quoi. D'accord, ok. Donc là, on était toujours en France. Et tu fais combien de temps en Formule Renault? Une année. Je fais qu'une année. Là. Ça se passe Parce bien? que en 92, j'ai fait le volant Elf, où je finis deuxième dans des circonstances qui ont toujours été un peu spéciales quand même. Vas-y, raconte. Je fais le volant Elf et puis je vais en finale. Et en finale, je fais un très bon temps. Donc, c'était presque moi qui avais gagné. Mais malheureusement, ils ont dit que j'avais moins de pluie, moi, que mon concurrent à ce moment-là, quoi. Donc, ils ont refait passer mon concurrent une deuxième fois. Et puis là, il est allé plus vite que moi. Alors, attends. Là, il a gagné le volant Elf. Le volant Elf, d'accord, c'est pas une espèce de championnat. Il faut que je veux que tu me remémores. C'était le volant Winfield. Le volant Winfield, ça s'appelait. Ok. C'était tout le volant où tous les pilotes comme Prost, tout ça, ils ont fait depuis tout jeune. Et ça n'existe plus, malheureusement, quoi. Mais du coup, c'est quoi? C'est au meilleur tour, en fait. Vous n'êtes pas les uns contre les autres. Enfin, entre guillemets, vous n'êtes pas… Ils prennent une moyenne de 5 tours en Formule Renault. J'étais à Manicourt et j'ai fait ça. D'accord. Mais bon, il y avait rien de grave, hein. C'était juste, je sais pas, moi, j'ai laissé faire et puis j'ai pas gagné mon budget Elf pour faire la saison. Donc, comme j'ai pas gagné mon budget Elf, j'avais pas un rond. Et puis, Il fallait être premier pour gagner le budget Elf? Comment? Il fallait être le premier pour gagner le budget Elf? Ils gagnaient le volant. Ils en prenaient qu'un. Ok, d'accord. Et donc là, grosso modo, ils t'ont dit que vous n'aviez pas eu la même quantité de pluie et du coup que le volant est passé à quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, t'es passé de… On refait passer l'autre pilote et il est allé automatiquement plus vite que moi parce qu'il a fait plus de tours que moi. À cette époque, quand tu roules un peu plus, c'est toujours un peu meilleur, quoi. Et alors, c'est question, je pense que maintenant il y a prescription, donc on peut en parler, mais il y a beaucoup d'histoires qui sont sorties, notamment sur ces ligues assez juniors qui permettent d'accéder à des trucs un peu plus, enfin des vrais trucs professionnels, quoi, sur des histoires de gros sous, des trucs qui sont pas très nets, des courses qui sont refaites, des volants qui passent à droite, à gauche, mais tu sais pas pourquoi. Est-ce que c'était un peu ça à l'époque ou pas du tout? Moi, j'ai entendu plein d'histoires, notamment en cartes d'ailleurs, de trucs qui étaient vraiment pas très nets. Comme dans tous les sports, hein, qui c'est qui va ouvrir la porte pour toi d'une autre manière que l'autre. Tous les sports, il y a toujours un petit peu de combine dedans, hein. Malheureusement, c'est pas que le sport auto. Après, je ne saurais pas te donner du point du doigt et puis j'aime pas faire ça, quoi. Non, il faut pas. Mais c'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui va avoir une meilleure opportunité que quelqu'un qui la mérite plus. Et malheureusement, ce mec qui l'a mérité plus, mais qui ne connaissait pas telle ou telle personne, eh ben, il n'a pas eu l'opportunité, ou il n'y a personne qui lui a répondu au téléphone, ou il n'y a personne qui lui a donné une chance. Ouais. Parce que si c'est quelqu'un qui… je sais que si j'appelle un team pour un jeune, le team va probablement plus m'écouter à moi que si c'était le jeune lui-même qui appelait pour se vendre des fois. Ouais. Si je dis aux pilotes souvent, vaut mieux que ce soit vous qui appelez, et puis moi, je vais renforcer par derrière ce que vous dites. Parce que les gens, il faut mieux qu'ils entendent la voix du pilote que celui d'un manager ou
ou d'une personne qui les aide. Mais oui, il y a toujours des trafics, il y a toujours des combines. Moi, de toute manière, j'ai pas gagné le volant Elf, mais c'était bien pour moi, en fait. Parce que j'ai pas gagné le volant Elf. Donc, finalement, je suis parti chez Alpa en Formule Renault. Ouais. Et dès ma première année, je finis vice-champion en deuxième du championnat de France. Et puis, j'étais premier rookie. Et puis, celui qui avait gagné, les deux qui avaient gagné le volant Elf, ils finissent derrière moi. Donc, qui c'est qui a le volant et qui c'est qui a le budget Elf l'année d'après, ben, c'est moi, quoi. Parce qu'en fait, j'ai pas eu le volant, mais quand même, Elf est revenu me chercher après, quoi. Et du coup, tu fais cette saison géniale en Formule Renault. Tu fais 2 ans en Formule Renault, non? Donc, j'ai fait qu'une année de Formule Renault. Et donc, pourquoi tu fais que. Enfin, en faisant cette saison de dingue, du coup, derrière, tu fais quoi? En fait, chaque année, je ne savais pas ce que j'allais faire l'année d'après. J'ai pris les années comme elles sont venues. Donc, j'ai fait la Clio Cup. J'ai dit, allez, je vais m'amuser en Clio. Je ne l'ai pas fait en me disant, je vais être champion du monde F1. Hein. Ouais. J'ai fait la Clio parce qu'on s'amusait tous. C'était du bon moment qu'on passait, quoi, tous les week-ends de course. Et je sais que mon oncle, mon père, tout ça, mon père, il était dur quand même, mais bon, il m'a vachement aidé aussi. Et mon oncle, il est là, ah, on va se faire des week-ends, on allait faire l'apéro par-ci, la course par-là. On rigolait bien, on faisait des sorties en boîte après la course, et puis on était contents, quoi. Ah, c'est génial. Et c'était top. Moi, honnêtement, je l'ai pris sérieusement quand même. Avec les amis qui venaient, tout ça, on rigolait tous, mais j'ai quand même pris très, très sérieusement ce que je faisais, parce que j'ai commencé à prendre le bug. Puis quand j'ai fait la Formule Renault, en fin d'année, j'avais plus rien, quoi. Donc j'ai Elf qui m'a proposé un volant, qui m'a proposé un budget, mais j'avais pas le complément de budget. Et c'est à ce moment-là qu'Hugues de Chaunac m'a contacté. Pour un cas. Ben, Hugues, il m'a appelé, il m'a dit, viens, monte me voir dans mon bureau. D'ailleurs, j'ai dit, waouh, c'est Hugues de Chaunac qui m'appelle à la maison. Waouh, j'étais vachement impressionné. Hugues de Chaunac, ça a toujours été quand même un sacré bonhomme dans le sport automobile français. Il a aidé tellement de pilotes. Et puis, là, ils ont tout gagné presque. Donc, c'est une référence dans le monde de l'automobile. Donc, quand il m'a appelé, qu'il voulait me voir, je me suis dit, waouh, ça y est, c'est bon, j'ai le bon coup, quoi. Donc, quand je suis allé le voir, il m'a proposé de rouler en super tourisme avec BMW à l'époque. Et j'ai pas pris le volant. Au bout du compte, ça s'est pas fini parce que j'ai eu de suite l'opportunité de rouler avec Elf en Formule 3. Ils m'ont proposé de me faire rouler en F3. Et j'ai roulé, j'ai fait la saison complète, mais sans faire aucune journée de test, quoi. Je crois que j'ai dû faire une journée de test dans l'année, quoi, pour préparer mon baquet, quoi. Alors que maintenant, et je veux bien le dire ça, maintenant, les mecs, ils roulent tellement que c'est presque impossible pour un mec qui n'a jamais roulé, même s'il est très bon de faire sa place. C'est mal fait. En fait, je le dis, et je n'arrêterai pas de le répéter, ce sport automobile, des échelons pour la F1, c'est bidon. Et je n'ai pas peur de le dire. C'est bidon parce que les gars qui ont du talent mais qui n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas le faire. C'est bidon. Où tu vas chercher maintenant 1,8 million d'euros pour faire de la F2? Dis-moi où tu vas chercher ça. Pour un mec qui est super bon, déjà, tu te dis 1,2 million Après, il faut que je trouve 200 000 pour aller faire du karting. Il faut que je trouve 250 000 pour faire de la F4, parce qu'il m'en faut, ça coûte 140 000 pour faire la F4 en championnat de France. Mais les mecs, ils font que rouler. Ils font entre 30 et 40 journées de test tout l'hiver. Ils apprennent les circuits par cœur. Donc, tu peux être le meilleur du monde. Jamais, ça va être difficile d'aller les taper, les mecs. C'est des métronomes. Donc, ils dépensent encore 100 000 de plus que toi, 250. Donc, déjà, 250 000, c'est une belle baraque. Hein. Il faut travailler pour les gagner, 250 000. Je le sais parce que j'étais manœuvre maçon, je gagnais 5 000 balles par mois. 5 000 francs par mois, c'est 500 euros, quoi, 550 euros. Ouais. Donc, je me dis, tu imagines ce qu'il faut faire pour aller faire du. Après, je vais faire la F3. Ah, la F3, merde, ça me coûte entre 850 et 1 million d'euros. Putain, et où je vais trouver 850 millions d'euros? Et après, je vais faire la F2. Il m'en faut 2 à peu près de millions, quoi, parce qu'en fait, il va falloir que je m'entraîne. Et en plus, ces 2 millions, il va falloir que je les dépense sur 2 ans si je ne gagne pas dès la première année. Donc, il m'en faut 4.
Après, il faut que je paye mes voyages, mes trucs, mon sport. Après, c'est les managers, c'est le machin, le bidule, le truc. Pour moi, c'est du bidon, quoi. Mais du coup, Je la pense que solution, c'est quoi? pour Est-ce les que jeunes, la solution, c'est hein. que il faut que tout soit moins cher ou bien que tu aies plus de budget pour financer des petits gars ou le problème, grosso modo, ce que tu dis, c'est que Ça tu vient payes, d'en haut. si tu n'as pas d'argent, tu perces pas, quoi. Mais ça vient d'en haut. Comment tu peux justifier de me dire que je vais fabriquer une voiture qui coûte tellement cher à l'exploitation qu'en fait, ça va coûter un bras à faire rouler. Il n'y a jamais personne, à part si tu es multimilliardaire, faire de la course automobile. Hmm. C'est du bidon. La voiture en elle-même, pourquoi elle coûte cher? Parce que les freins, c'est les freins carbone. Ben, ils ont choisi des freins carbone. C'est bien les freins carbone, mais il y a plusieurs types de freins carbone. Il y en a qui vont durer 24 heures, comme on a aux 24 heures du Mans, qui sont un petit peu moins abrasifs, mais qui tiennent 24 heures. Dans 24 heures, tu fais une saison presque en Formule 2 avec ça. C'est quand même 24 heures de course, ça fait. Après, tu as des triangles de suspension. Ils les font tellement fins avec des matériaux tellement chers qu'il faut les changer tellement souvent que ça coûte un bras. Les rotules, les trucs et tout. Alors que si je fais un triangle de suspension qui est un petit peu plus épais, un petit peu plus robuste, avec une vie un peu plus longue et des matériaux moins recherchés, mais des trucs, pas de l'aérospatial, mais des trucs quand même normaux, mais qui sont bien, la voiture elle va coûter moins cher. Le châssis en carbone, il échange tous les 2-3 ans. Tu peux garder une voiture plus longtemps que ça avec un châssis en carbone. Mais du coup, pour toi, la solution, c'est quoi? C'est qu'il faut que la réglementation oblige à avoir. Un moteur, tu vois, on y est, je ne peux plus m'empêcher maintenant, quoi. Un moteur. Pourquoi tu veux mettre un moteur qu'il faut réviser à chaque course? Tu mets un moteur avec un système à l'intérieur du moteur, des pistons, des chemises, tout ce qu'il faut, que le moteur il me tienne 10 000 km. Ne me dis pas que tu peux faire un moteur qui tient au moins 10 000 km. Pourquoi tu me mets un moteur qui va tenir 500 km? Que je vais changer à chaque course, qui va me coûter 50 à 60 000 à chaque fois que je veux faire réviser, quoi. Mais c'est. Enfin, je ne sais pas. J'exagère un peu peut-être sur les prix, mais tout ça fait qu'au bout du compte, le team ne peut pas faire autrement que de charger au pilote qui va rouler chez eux entre 1,8 million et 2 millions d'euros. Et où il va les chercher? Mais la question du coup, c'est la solution, c'est quoi? Est-ce qu'il faut que la réglementation oblige à avoir des voitures qui soient moins performantes, mais comment dire, plus résistantes? Elles seront autant performantes, elles seront juste moins chères. C'est la réglementation, c'est les gens qui font la réglementation, les associations, tout. C'est les gens qui décident qui Mais font que c'est comme qui a gagné à faire ça? Enfin, le synthèse, c'est que ça fait vivre les préparateurs, les machins. Bon, ça fait vivre, quand il n'y a pas beaucoup de voitures sur la grille, ça ne fait pas vivre grand monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, pourquoi Je ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de voitures sur la grille, mais je l'opération? trouve que c'est bête, moi. Mais il doit bien y avoir une raison. Pour te dire, moi, quand je roulais en Formule 3000, j'étais payé pour rouler en Formule 3000. La Formule 3000, c'est la F2 de maintenant. Ouais. T'imagines, les trois quarts du plateau étaient payés, les pilotes. Pourquoi maintenant, tout le monde doit amener autant d'argent? Alors oui, tu as toutes les, je sais pas moi, Ferrari Academy, Red Bull Academy, qui payent pour que les mecs qui roulent, les très bons. Mais ces mecs-là, avant d'avoir la subvention que Red Bull va les aider pour les mettre dans une F2 ou dans une F3, il faut déjà que tu aies eu la chance de pouvoir montrer ton talent avant. Pour montrer ton talent avant, il te fallait au moins 200 000 euros pendant 3-4 ans en karting, plus 300 000 euros pendant 2 ans en faire. Donc déjà, tu ne peux pas mettre ton pied à l'étrier pour certains. C'est un sport qui malheureusement est devenu difficilement accessible pour la bonne moitié des gens, quoi. Et c'est pareil que tu sois en Angleterre, en France ou aux US, Non, c'est pareil. en Angleterre, aux US, c'est beaucoup plus facile. Et donc, c'est la Je suis transition parti en Angleterre. que tu choisis. Est-ce que c'est pour ça que tu es parti en Angleterre derrière? Voilà, je suis parti en Angleterre à fin 95, Ouais. quand j'avais la chance d'avoir Renault et Elf qui Ouais. voulaient m'aider financièrement. Donc en fait, je faisais la F3 en France où j'ai fait une deuxième année d'F3 où je finis deuxième en 95. Ouais. D'ailleurs, je finis premier au point
Mais comme il y avait les décomptes à l'époque, je finis deuxième. Ils m'ont levé, c'était le truc à l'époque, quoi. Et après, en 96, je suis parti en Angleterre. Au lieu de faire la Formule 3000, que j'avais pas le budget pour faire la Formule 3000, avec mon budget de Elf et mon budget de Renault Angleterre, j'arrivais à couvrir, faire la F3 en Angleterre. Donc, je suis parti faire. C'était quand même couillu, hein, parce que partir faire de la course automobile en Angleterre, enfin, je sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais enfin, si c'était déjà le cas à l'époque plutôt, mais les Anglais en course automobile, ils sont costauds quand même. Je suis arrivé, en fait, j'étais un peu. Ah ben, quand j'étais en France, je ne faisais pas vraiment de sport ou quoi que ce soit. De toute façon, j'étais manœuvre maçon, donc je levais des briques toute la journée, ça me gardait assez costaud. J'allais faire l'apéro de temps en temps avec les potes. Enfin, je prenais sérieusement, mais je m'amusais bien. Mais quand je suis arrivé en Angleterre et que j'ai fait la F3 là-bas, et que j'ai vu qu'au lieu de gagner tous les week-ends, eh ben, j'étais entre 7e et 10e, je me suis dit, il va falloir que tu mettes les bouchées doubles. Et puis, je me suis mis à beaucoup m'entraîner physiquement, à me concentrer, à travailler sur moi-même, quoi, à être vachement plus pro, quoi. Et je suis passé qu'au fur et à mesure dans l'année, ben, je suis revenu à être dans le top 3 tout le temps et puis à gagner des courses et à finir 4e dès ma première année en Angleterre. Ouais. Et puis à me battre pour le championnat l'année qui a suivi, quoi. Round 2 of the Autosport British Formula 3 Championship gets underway, and good start by Menasion, but this time it's Simon Wills who scores on the grid. The Intersport car remains absolutely motionless, and so Simon Wills and Nicolas Menasion, a man who always excels at Silverstone, leads with second and third. Menasion, Dunbreck and Kane, first, second and third, although Darren Manning in fourth place. Et au niveau des teams qui font rêver tout le monde de F1, etc. Est-ce que eux, ils considèrent, ça donne plus d'importance de percer entre guillemets au UK qu'en France, ou les championnats déjà étaient plus relevés. Ouais. Donc si tu gagnes en Angleterre, je dirais que si tu gagnes en France, tu vas avoir un petit peu plus de mal en Angleterre, ça c'est sûr. Surtout que les circuits sont typiques, c'est des circuits compliqués. Il y avait des Brésiliens, des Argentins, des Colombiens. Je roulais avec Montoya, avec tous ces mecs-là. Quand je faisais la F3, Marc Webber. Enfin, j'avais des compétitions quand même. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ces mecs-là, ils venaient tous se réunir en Angleterre. Donc, ça menait des talents de beaucoup plus. C'était plus large de l'endroit où ils venaient, tous les pilotes. Donc, ça menait de la compétition. Et puis, en plus, j'ai appris à parler anglais couramment, ce qui est hyper important dans ce milieu. Et puis aussi, j'ai appris à partir dans un autre pays, à pas avoir la famille derrière moi, à me démerder. Ça m'a levé les œillères un peu, quoi. Ça m'a appris à être un mec, quoi. À me démerder. Je sais pas moi, c'est à apprendre une autre culture. Quand tu fais ça, je suppose que tu as déjà le Graal du baquet en F1. Comment ça se passe? Est-ce que t'es dans une espèce de panier de crabes avec plein de petits jeunes qui sont prêts à tuer pour avoir le baquet? Est-ce que c'est bon esprit? Comment ça se passe? Honnêtement, quand au plus tu montes les échelons dans la Formule 3, Formule 3000, tout ça, ton coéquipier, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est complètement le démolir. Ce que tu veux faire, c'est ça. Donc en fait, tu vas faire avec tous les moyens du bord, tu vas faire tout ce que tu peux pour le démolir. Parce que de toute manière, il a la même voiture que toi. Donc, c'est quand même c'est la plus grosse compétition que tu as sur le plateau, quoi. Après, dès que tu as démoli ton coéquipier, déjà, tu es bien, tu as tout le team derrière toi. Et puis après, tu vas essayer de faire pareil avec l'opposition. Mais il faut que tu sois égoïste, à la limite du méchant et mort de faim, quoi, pour y arriver. Ah ouais, donc sans embâche et sans aucune vergogne, c'est la gueule. Si vraiment tu veux être le meilleur, il faut que tu sois comme ça. Après, il y a de la manière aussi d'être comme ça. Il ne faut pas que tu sois aussi. Il faut que tu aies les pieds sur terre avec tes mécanos qui se lèvent le cul pour toi toute la journée, tes sponsors, le travail qu'il faut que tu fasses toi, que tu saches te regarder dans une glace et te dire je ne travaille pas assez ou c'est ma faute ou quoi que ce soit. Mais sur la piste, par rapport à l'opposition qu'il y a sur la piste, il faut que tu détruises tout le monde. Putain. Et donc, avec beaucoup de putes…
en endurance, c'est pas pareil. En endurance, c'est plus. Il faut que tu saches partager, il faut que tu saches aussi travailler avec les points forts et les points faibles de ton coéquipier. Oui, mais enfin, en endurance, vous partagez le même baquet. Hein, donc, Voilà. et du coup, comment ça se passe ce run-up pour le baquet? Pourquoi est-ce que. T'as pas fait de saison en F1, toi? Non, j'étais pilote, j'ai roulé chez Williams en Ouais. F1 en 97 et j'ai roulé chez Honda en 99. J'ai fait des tests en F1, quoi. D'accord, mais t'as pas fait une saison avec un baquet officiel. Non, j'ai pas fait, non. Et comment ça s'est passé? Alors, raconte un peu l'arrivée dans l'univers de la F1, qui est un truc complètement je veux dire, assez fabuleux et assez mystique pour tout le monde. Comment ça s'est passé? Pourquoi pas? Pourquoi oui? Mais en fait, moi, j'ai jamais vraiment eu de manager, donc je me suis toujours un peu démerdé tout seul. Et Ouais. j'ai juste surtout eu des amis qui m'ont conseillé de temps en temps, me dire ah, peut-être que tu devrais faire ça, Nico, tu sais, faut pas. Donc j'avais écrit une lettre. J'avais un pote à moi qui m'avait dit pourquoi tu n'écris pas des lettres? Il n'y avait pas les emails à l'époque. Donc j'avais écrit une lettre à tous les teams de F1 et pratiquement tous m'ont répondu. Ah. Et puis jusqu'à ce qu'en 97, fin 97, et Frank Williams m'a laissé un message sur mon téléphone à la maison. Magique. Il voulait me faire rouler en F1, quoi. Donc, Putain. j'ai appuyé sur le bouton 25 000 fois, tu vois. C'est pas possible, c'est pas possible. Et puis c'était top, quoi, parce que j'avais laissé mes coordonnées. Tu disais genre, salut Nicolas, c'est Frank Williams. Bon, là déjà tu trembles. Ah, c'est good afternoon, Nicholas. Is Frank Williams talking on the phone. I would like to talk to you of the possibility to give you some tests in our Formula One car. Un truc comme ça, quoi, tu vois. Oh là là, la folie. Donc, tu vois, c'est vrai que tu te sens ouf, ça te prend ça. Et puis j'avais eu des retours de Jean Todt avec la petite lettre Ferrari. Ouais. Il m'avait dit à la main désolé, mais nous n'avons pas de possibilité, mais je garde vos coordonnées au cas où un jour je suivrai vos résultats, comme Briatore avait fait pareil, Tom Walkinshaw, tous ces gens-là, ils m'avaient tous écrit. D'ailleurs, je dois les avoir quelque part, j'ai dû les garder, quoi. C'est génial. Et du Mais coup, Williams, tu le rappelles. Et Williams, tu le rappelles, et comment ça se passe? Williams, je le rappelle, je rentre en contact avec son fils, Jonathan, qui s'occupait des jeunes pilotes. Et puis, il s'est occupé de me faire signer un contrat, parce que de suite, tu signes des gros contrats, et puis d'aller faire mon baquet chez Williams, et puis d'attaquer, de faire des tests à Barcelone, quoi. Putain. La F3, la F1, de suite, c'était pas facile, mais bon, je me suis éclaté, quoi. Alors, la grosse différence. Et la voiture championne du monde en plus, donc c'était bien, quoi. La grosse différence en termes de bagnole, en termes d'ambiance, enfin, c'est la cour des grands, quoi. Mais c'était pas encore aussi gros que ce que c'est maintenant, la F1, quoi. C'était quand même. Bon, l'usine, il y avait beaucoup de monde, mais il devait y avoir, je sais pas moi, 300-400 personnes à l'usine. Pas 1000 et je sais pas combien qu'il y a maintenant. Il y avait un motoriste, c'était Renault qui s'occupait des moteurs, et puis un préparateur de châssis qui était Williams qui s'occupait de ça. Après, autour, c'était quand même assez. C'est un gros team, mais un team qui était quand même compréhensible, quoi. Pas une usine à gaz. Ouais. Ouais, et du coup, ça marche jusqu'à un certain point, quoi. Voilà. Puis tu avais l'humain quand même toujours. Ouais. Je me rappelle avoir rencontré Joe Clear, qui était mon ingénieur quand j'avais roulé, qui était l'ingénieur de. D'ailleurs, c'est toujours l'ingénieur de Charles Leclerc. Ah ouais? F1 chez Ferrari maintenant, quoi. Ah. Et c'était Joe Clear qui était avec moi en tant qu'ingénieur. Il y avait des mécanos que j'ai revus un peu plus tard. Mais ce qui était impressionnant, c'est quand je me suis assis dans la voiture à Barcelone, que j'ai levé la main comme ça pour démarrer le moteur. Et quand le moteur il a démarré, que j'ai commencé à appuyer sur les gaz, j'étais wow. C'était impressionnant. Ouais. Et alors, vas-y, raconte les sensations, les premières sensations en F1. Ben, tu pars, en fait, tu vas rigoler. Je suis parti. Le premier tour que je fais, ils m'ont fait partir en pneu inter pour vérifier les systèmes. Donc, je vais faire 2 tours et je devais rentrer. Et à la radio, l'ingénieur, il me dit
Je te traduis en français, mais il m'a dit, Nicolas, Nick, tu peux accélérer à fond. En fait, j'ai accéléré même pas à fond. C'est vrai? Je devais être à 75% de l'accélérateur et je croyais que j'étais déjà à bloc, moi, tu vois. Et puis quand j'ai mis les gaz à fond, je devais être allé à 14 000 tours minute avec la voiture. À Alors fond? que quand tu es à fond, tu prends 18 000 quoi, Putain. sur les F1, quoi. Et d'un coup, tu prends, je sais pas moi, allez, 150 chevaux de plus. Donc ouais, ça m'a tapé au cul quand j'ai appuyé à fond. Ah, vache. 18 000 tours. Ça marquait mal au début, mais après j'appuie à fond, hein, t'inquiète pas, ça va. Mais l'expérience, elle est incroyable parce que jamais au plus tu montes les catégories, au plus tu te dis, ah, en fait, ouais, je suis pas mauvais quand même. J'arrive à me battre avec lui ou avec ce pilote-là ou ce pilote-là. Et bon, j'ai encore gagné ou je suis encore devant. Et puis tu sens que les gens, ils commencent qu'il y a la presse qui est là, qui commence à te connaître. Tu sens, toi, de toute manière, tu prends confiance. Ouais. Et tu te dis, ouais. En fait, ouais, il faut vraiment que je le prenne sérieusement parce que là, je pense que je suis pas trop mal. Et puis, tu as toujours plus confiance en toi. Hein. Je vais pas dire que je me suis pas dit que j'étais meilleur que tout le monde. Oui, je me suis souvent dit, hein, parce qu'il faut. Je vais pas le lâcher à tout le monde. Mais je me suis battu avec plein de pilotes et puis j'avais le niveau, quoi. C'était quoi quelle est la grosse différence, enfin au-delà de la réponse simple qui est que la voiture est plus puissante ou qu'elle freine mieux ou j'en sais rien, la grosse différence quand tu passes en F1? Le détail, il est à vomir, il est hallucinant, quoi. Tous les petits détails, c'est à la perfection tout, quoi. Le packaging de la voiture, elle est tellement faite avec tous les matériaux les plus précieux de la mécanique que tu puisses trouver dans le monde entier, qu'il n'y a pas une voiture qui est mieux faite qu'une F1, quoi, au bout du compte. Même maintenant, hein, tu ne peux pas nier que les teams d'F1, de la manière où ils font leur voiture, il y a personne qui peut faire comme ça, quoi. Même les petits moments, ils font pas un package de voitures comme ça, quoi. Parce que les budgets, déjà, ils sont énormissimes, les ressources derrière, les manufacturiers automobiles, ils ont un gros investissement, un gros poids derrière. Ouais. Et la technologie, c'est au maximum. Tu montes dans la voiture, il y a tout qui est parfait, quoi. Le seul truc qu'il y a après, il va falloir que tu arrives à l'exploiter, quoi. Et là, ça commence à envoyer du gaz. Puis, ça freine, tu tournes, ça tourne. Après, c'est toi, tu passes d'un niveau qui est hyper relevé à un niveau encore plus relevé, quoi. Tu arrives au summum, quoi. Et raconte un peu du coup comment ça se passe à ce moment-là, quand tu commences à rouler là-dedans, l'ambiance, etc. Quand j'ai roulé là-dedans, ça s'est bien passé. Ben, j'ai pas fait de Grand Prix, moi. J'ai fait que des tests avec Williams et Honda. Et tous les tests que j'ai fait du développement et j'ai fait du roulage, en fait. Donc, j'avais un truc à faire avec la voiture et j'ai exécuté ce qu'on m'a dit de faire. Mais c'est pas aussi pourri que tu vois, tu pourrais te dire, il a juste fait du roulage, mais je me suis tellement régalé. Bah, tu m'étonnes, la folie. Tellement une bonne auto que tu peux me demander de roder des pneus, je vais roder les pneus toute la journée avec ça, quoi. Parce que c'est magique. Et donc, comment j'ai fait développement de boîte de vitesse, j'ai fait des tests pneus, tests aérodynamiques, j'ai fait des tests de boîte de vitesse aussi, j'ai fait des tests de direction assistée, de système électronique, j'ai fait plein de tests comme ça. Et il fallait que tu roules, même si toi tu roules en test et on te dit de faire exactement la même chose à chaque fois que tu roules, tu sais très bien que si tu roules et que tu vas toujours vite, les teams ils vont plus se rappeler de toi. Ouais, donc, toi, ton challenge personnel, c'est d'aller le plus vite possible sans casser la voiture et en donnant les bonnes informations. Et pourquoi est-ce que du coup, comment ça se passe pour avoir un baquet, entre guillemets, en course, quoi. Et comment ça s'est passé pour toi? Les baquets, chaque année, c'était une année après une autre. En fait, ça s'est facilité quand je suis allé en Angleterre. Parce qu'en France, je tournais un peu en rond, j'avais pas les budgets, j'ai fait vraiment le maximum que je pouvais faire avec la F3 en finissant deuxième. Et quand je suis parti en Angleterre, c'est là que ça a tout changé parce que j'étais complètement soutenu par Renault et Elf.
Donc Renault, il me faisait la moitié du budget, l'autre moitié, comme je t'avais dit, en Formule 3. Moi, j'ai fait les résultats qui suivaient derrière. Donc automatiquement, j'avais des opportunités. Et dès que j'ai commencé à faire des tests F1, ça m'a donné encore une plus grosse crédibilité. Les gens, ils ont vu que j'étais courtisé par les teams F1 et tout. Et il y avait la F3000 à l'époque qui était pour des budgets tout à fait raisonnables, je dirais en 2000, c'est il y a 20 ans en arrière, mais en 2000, la F3000, c'était quand même un beau championnat. Et un budget, ça coûtait 350 000 euros la saison, quoi. Donc c'était pour les teams d'F1, souvent ils sponsorisaient les teams de Formule 3000. Et pourquoi est-ce que toi, au sein de Williams ou de Honda, tu n'as pas fini en course ou en championnat? Parce que être français à l'époque, c'était pas vraiment la bonne nationalité. Ouais. Il n'y avait pas trop de volants qui s'échangeaient. Et Ouais. puis j'ai pas eu, malheureusement encore une fois, hein, j'ai pas eu l'opportunité financière d'un gros sponsor d'F1 de me donner plus de me donner ma place. Ouais. Un Alonso, il est arrivé à F1 parce qu'il a eu aussi le support de Telefonica. Donc en Il n'est fait, pas arrivé à F1 tout simplement parce que c'était le meilleur Alonso. Hein. Il a fait la première saison F1 qu'il a faite, c'est parce que Telefonica a payé pour son volant. Hein. ça c'est marrant. Du coup, il y avait une vraie dynamique pour qu'un pilote ait un volant, d'arriver avec un sponsor qui mette de l'argent sur la table. Oui, mais après, le sponsor, un groupe comme Telefonica qui est énorme en Espagne, ils savaient très bien, ils n'auraient pas mis de l'argent sur n'importe qui. Ouais. Telefonica voulait venir dans le sport auto et voulait faire partie de l'aventure d'Alonso, quoi. Ouais. En fait, eux, ils sont venus, ça a été un très bon spot publicitaire pour eux. Ils ont fait beaucoup enfin, ils ont eu beaucoup de retombées par rapport à ça dans le monde. Et c'était un truc qui grandissait quand même pas mal à l'époque, la téléphonie, tout ça. Et Alonso, il a eu son opportunité aussi grâce à ça. Mais c'est un peu les deux qui ont fonctionné avec. Mais C'est le cas pour beaucoup de jeunes volants qui arrivent en F1. comment? Est-ce que en fait, moi, c'était pas du tout la perception que j'en avais. Tu vois, moi, j'avais plutôt les teams qui disent, OK, lui, il est bon, boum, on le fait rentrer, quel que soit le. En fait, est-ce que c'était souvent le cas que Ça a toujours été comme ça depuis la conception de la Formule 1, même dans les années 70, même dans les années 60. Si on arrivait à trouver un petit budget, ben on allait se payer un volant pour montrer nos capacités. Et puis après, on arrivait. Il faut aussi savoir se vendre, il faut aussi savoir passer. Il faut que ça passe aussi avec les sponsors, avec les teams, faut pas, ça suffit pas simplement d'être le meilleur pilote. Il faut aussi être un bon metteur en scène, physiquement bon, un bon vendeur, savoir passer avec la presse, faut pas être un gros con toute la journée parce que ça passe pas bien non plus, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est vrai, si tu dis qu'il y a deux voitures dans un team de 400 personnes ou peut-être 1000 personnes maintenant en F1, si tu es un gros con, ça va pas durer longtemps. Hein. Ouais, c'est sûr. À part si tu es une machine à exploser tout le monde, là encore ça peut passer. Comme qui? Non, j'ai pas d'exemple. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de mecs qui étaient des gros cons. Les mecs, ils ont une capacité de faire ce qu'ils font. Ils se font une petite carapace et puis après, ils passent pour un peu. Je sais pas, un Schumacher, il n'est pas passé toujours bien avec tout le monde. Ouais. Moi, je pouvais y faire le chapeau bas, quoi, parce que il était plus travailleur que les autres aussi, quoi. Ah ouais? Ah ouais, Schumacher, c'était un monstre de travail, quoi. Il allait mettre il allait faire beaucoup plus d'efforts que les autres pour être meilleur qu'eux. Donc, à la fin, il était meilleur qu'eux parce qu'en plus, il était très bon, quoi. Un gars qui travaille beaucoup dans ce sport, il fait quoi? C'est plus arpenter plus de fois que le voisin de circuit ou travailler plus que les autres, ta voiture, tes courbes, tes prépas, ou travailler plus mentalement? C'est quoi? Déjà, au niveau sportif, il faut s'entraîner sportivement. C'est très physique le sport auto. Donc, si tu ne fais pas aller entre 2 et 4 heures de sport par jour, tous les jours, enfin 6 jours sur 7, tu vas être moins bien préparé que les autres. Ouais. Donc, déjà, mentalement, ça c'est comment te faire ton mental. Il faut t'entraîner physiquement.
Et au plus tu t'entraînes, et c'est pas parce que tu as besoin de le faire autant de fois que ça, mais tu as besoin de te faire mal pour devenir encore plus fort dans ta tête. Je sais pas si tu vois ce que j'essaie de En te dire. fait, du coup, au-delà évidemment de la préparation physique, tu avais une énorme part de prépa psycho, en fait, de dépassement de soi. Ah ouais, c'est tout c'est le plus, c'est, la tête, c'est ce qu'il y a de plus important dans la voiture. Si par exemple tu vas faire un Ironman, il faut avoir la tête pour le faire. Mais tu l'as fait une fois, tu vas pouvoir le refaire 2 fois. Mais si tu l'as jamais fait et que enfin, tu ne penses pas que tu sois la même personne si tu as fait un Ironman que celui qui l'a pas fait. C'est sûr et certain. Si je sais comment faire un marathon, si par exemple j'ai fait un entraînement de 30 km à pied, en course à pied, j'ai fait mes 30 km, je sais où ça m'a fait mal, pourquoi ça m'a fait mal et comment y remédier, et puis comment m'y préparer. Si je vais directement faire une course de 30 km, je vais me faire découper, quoi. Ouais. Le mec, il a déjà fait 3 fois et il sait exactement comment gérer sa course. Et c'est que ça, c'est la préparation à l'avance que tu vas faire. C'est parler avec ton ingénieur, faire beaucoup de préparation sur les circuits, poser beaucoup de questions, apprendre techniquement, savoir parler avec anglais pour pouvoir communiquer avec des ingénieurs de toute nationalité, apprendre la mécanique, apprendre la technique, passer du temps avec ton motoriste, avec ton ingénieur châssis, avec tes mécanos. Ouais, c'est un truc global. C'est un ensemble de choses. Au plus tu sais de choses, au moins tu vas réfléchir. Au moins tu veux pas avoir à réfléchir de quelque chose que tu ne sais pas quand tu es derrière le volant, quoi. Et du coup, toi, tu fais Williams et Honda. C'est à peu près au même moment où tu commences à faire de l'endurance ou pas du J'ai tout? en fait fait mes premières 24 heures en 94. Ah ouais, c'est tôt quand même. Ouais, il y a longtemps. Ouais. Tu venais d'arriver au UK en fait. Ah non, même pas, tu étais en France encore. Non, mais pas encore. Ouais. J'ai fait mes premières 24 heures avec Synergie Automobile et Ouais. Lucien Monti, qui à l'époque était avant moi, avant les 24 heures du Mans et Synergie, il était team manager chez Sauber du Mans. Ok. Et cette personne-là, qui est un mec extraordinaire, avait fait créer Synergie Automobile. Ils avaient fabriqué des châssis de Formule Renault. Là où j'ai roulé en Formule Renault, et c'est suivi qu'en 94, quand j'ai fait la F3 en France, ben, un jour il m'appelle et puis il m'a dit ah Nico, c'est bon, est-ce que ça t'intéresse de faire les 24 heures du Mans? Tu rouleras avec le père Bourdet, le père à Sébastien, que Ouais. je connais bien déjà, et Olivier Couvreur, qui était mon coéquipier en Formule Renault l'année d'avant. Sympa. Et j'ai dit bah oui, moi je vais faire les 24 heures. Non, 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 je m'en fous. Donc je suis parti faire les 24 heures du Mans, quoi. Alors, raconte un peu les premières 24 heures du Mans, les sensations, le délire, la pression. En plus, c'était une sacrée aventure que j'ai faite, hein, parce que c'était pas les 24 heures du Mans comme maintenant où la voiture, c'est un tank. Vas-y, Là, la voiture, on a eu des merdes avec. Hein. vas-y, raconte. C'était en fait le châssis, c'était un ancien Sauber qui a été remodifié avec un Ford Madère et un aéro différent. Et puis c'était la première année de l'après groupe C en Ok. 84. Donc c'était vachement ouvert techniquement et il y avait les Porsche Dauer qui étaient venus. Il y avait des proto-coupés qui commençaient à arriver sur le marché, en fait, quoi. Et moi, j'ai roulé dans cette voiture qui vibrait et qui cassait toutes les 2 secondes, quoi. Ah ouais? Elle était sympa à piloter, ça allait vite, parce qu'on prenait plus de 300 et plus de 320 en ligne droite avec, mais le truc, il vibrait trop. Et puis, on n'était pas assez près qu'on avait fait un peu à la va-vite, quoi. Ouais. C'était le programme. Mais c'était une première année, quoi, au moment, quoi. Tu fais toujours une première année pour apprendre, la deuxième année pour que le team gèle et trouve les problèmes qu'il y avait sur la voiture. Donc, on a roulé jusqu'à 5 heures du matin. Je me rappelle, à toutes les chicanes, il fallait que je pompe les freins pour pouvoir freiner. C'est vrai? Je pompais les freins, je freinais. Il fallait que je fasse double débrayage pour changer les vitesses. Il fallait que je tienne le levier pour pas qu'il se barre. Délire. Et la gourde d'eau, elle s'était détachée dans la voiture. Là, il prit feu. Je m'étais arrêté. J'avais ouvert la fenêtre. J'avais jeté la gourde d'eau. Enfin, ça a été. On avait. C'est ta gourde d'eau? Non, pas la gourde d'eau qui a pris feu. Qu'est-ce qu'il y a Ouais, pris? la gourde, elle avait fondu en fait. Elle commençait à prendre feu dedans. Il n'y avait plus d'eau dedans. Hein. Ah oui. Elle avait fondu. C'était tellement chaud dans le cockpit que la gourde avait fondu. Ah, la vache!
Ouais, c'était Il doit faire 50 degrés dans le cockpit. facile, ah ouais, facile. Mais en plus, c'était des voitures à l'époque, il fallait que tu fasses un embrayage, talon-pointe, tu t'embrayais pour monter les vitesses, tu embrayais pour les descendre. Enfin, c'était un sacré boulot dans la voiture. Hein. C'était plus compliqué que maintenant, hein, je te dis. Hein. Putain, mais c'est dingue ça. Et à chaque virage, tu étais obligé de pomper comme un âne pour avoir. Chaque ligne droite, je prenais la première ligne droite des Hunaudières, j'arrivais au panneau 250, du pied gauche, je faisais tac, 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 tac. Parce que je freine du pied droit, moi. Ouais. Je peux pomper pour que les disques, enfin que les. Ouais, bien sûr, que les plaquettes se rapprochent. Se rapprochent, et pam, je tapais, pam, 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 je prenais ma chicane, hop, je réaccélérais, hop, j'arrivais à panneau 150 pour la deuxième chicane, tac, 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 je pompais, pam, je freinais. J'arrive à Mulsanne, tac, 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 pam, je freinais. J'arrive à Indianapolis, c'était pareil, j'arrive dans les Porsche, c'était pareil, j'arrivais au Ford, et c'était un boulot cette voiture, mais je m'étais régalé. Ça m'avait vachement appris, moi, au niveau pilotage, de faire ça. Et pourquoi? Parce que quand tu conduis dans les voitures différentes, tu sais, tu fais les Formule Renault, Formule 3, tout ça. Puis quand tu sais quelque chose de différent, sur un circuit différent, dans un environnement différent, de suite, toi, tu apprends quelque chose de différent. J'ai conduit sur une voiture qui avait des gros pneus, avec un V8 derrière. Je n'avais jamais conduit un truc qui était si puissant, quoi. Et l'ambiance du Mans, c'est complètement pilote, folie. J'étais comme ça quand je suis arrivé. En plus, moi, les box qu'on avait, il n'y avait pas de décoration, il n'y avait rien. C'était un pote qui faisait l'essence. Enfin, on l'avait fait quand même. C'était vachement bien fait, mais à l'époque, c'était pas comme c'est maintenant, quoi. Ça a vachement changé, en fait. En 26 ans, ça a beaucoup changé. Ouais. Et quand je suis arrivé, j'ai vu tous ces spectateurs partout. Je me suis dit, waouh! En fait, je m'amusais beaucoup. J'aimais bien les voitures du Mans quand j'étais petit, quoi, dans mon petit garage en plastique. C'était mes voitures préférées. Donc, quand je suis arrivé là-bas, ça m'a rappelé ça, quoi. Ah bah, tu m'étonnes. Les voitures des années 70 avec lesquelles je jouais, c'est celles qui ont roulé au Mans. Donc, dès que j'ai goûté au Mans, je me suis dit, waouh, ça, c'est un truc que je vais refaire. Mais j'ai vite tourné la page. Je me suis éclaté, j'ai tourné la page, je me suis concentré sur la monoplace et puis j'y suis revenu quelques années plus tard. Et la toute petite question, toute petite incartade technique. C'est quoi le choix des pilotes entre freiner gauche-droite ou freiner que du droit? Parce que tu as plein de vidéos de pédaliers, etc. Où tu vois les mecs qui alternent tout le temps, d'autres qui sont vraiment pied droit seulement pour frein axel. Maintenant, je suis une vieille godasse, moi. Hein. C'est-à-dire? Ils freinent tous du pied gauche maintenant. Tous. C'est rare les gens qui freinent du pied droit. Ouais. Les seuls qui freinent du pied droit de la jeune génération, c'est parce qu'ils ont fait de l'historique pour s'amuser, quoi. Parce qu'ils sont obligés. Tu as le levier de vitesse, l'embrayage, il faut que tu fasses talon-pointe, il faut que tu freines du pied droit. Si tu freines du pied gauche, tu vas tout péter, quoi. Le pied gauche, c'est parce que c'est comme un karting. Donc, on peut freiner du pied gauche maintenant sur les voitures modernes parce que tu as les vitesses derrière le volant. Oui, bien sûr. Tout ce que tu fais, tu utilises l'embrayage du pied gauche que quand tu sors des stands ou quand tu rentres au stand. Après, toute la partie du temps, tu peux freiner du pied gauche. C'est marrant parce que moi, j'ai vu pas mal de vidéos d'époque, d'anciennes, où les gars vraiment freinent du pied gauche jusqu'à avoir besoin de l'embrayage, où là, ils se servent du pied gauche pour l'embrayage. Mais si tu veux, ils ont tout le temps le pied gauche sur le frein. Et en fait, ils passent les vitesses le moins possible et ils le font sur les anciennes. Donc, c'est pour ça que je me posais la question. Mais ils font comme en rallye, en fait. Ouais, sur les anciennes, ouais. Bah après, c'est des techniques. Hein. Moi aussi, je suis vieux jeu avec ma technique. Je sais que je sais freiner du pied droit. Ça marche pas trop mal. Donc, je garde ça, quoi. Quand j'ai fait les tests en F1, j'étais obligé de freiner du pied gauche parce que l'emplacement des jambes, c'est pied droit, pied gauche, c'est 2 tubes, quoi, en fait. Ah ouais. Pas faire autrement en F1, quoi. T'as vraiment tes jambes, elles sont séparées, une dans chaque tube? Donc, sont pratiquement séparées. Ça fait comme ça. Là. Tu as une jambe de chaque côté, tu ne peux pas croiser comme ça. D'accord. Donc là, tu es obligé de freiner du pied gauche. Et là, je l'ai déjà fait, j'ai déjà freiné du pied gauche. Mais j'étais un petit peu moins vite que le pied droit. J'ai déjà essayé de temps en temps. De temps en temps, je me dis,
je vais faire pied droit là, je vais faire pied gauche. J'essaye et puis je perds du temps, donc ça sert à rien, quoi. Ouais. Et du coup, 17 fois Le Mans, c'est quoi le meilleur souvenir? C'est quoi le pire souvenir? C'est dur comme question. Ouais, c'est dur parce que tous les souvenirs du Mans, c'est que des bons souvenirs. C'est parce que tu prends toujours du plaisir, même si tu abandonnes ou même si tu abandonnes très tôt, tu as quand même roulé au Mans avec, tu as quand même fait les tests, tu as quand même fait les qualifications, tu as quand même. Le Mans, c'est pas qu'une course où tu sautes d'une course à une autre, c'est toute une préparation, c'est tout un hiver. C'est énorme, quoi. Tout ce que tu fais, c'est même les courses que tu fais dans cette voiture-là, tu les fais pour le Mans. Ouais. Donc c'est une longue préparation, même si c'est sûr que quand tu abandonnes ou tu as un problème mécanique ou tu as un accident ou quoi que ce soit, ça fait mal parce que tu sais que tu ne vas pas revenir pendant 1 an sur ce circuit et que c'est fini, quoi. Donc, et puis tu sais jamais, des fois dans la carrière de pilote, ça peut s'arrêter net parce qu'il n'y a pas d'opportunité ou un team s'est arrêté. Et peut-être que c'était la dernière fois que tu faisais le Mans. Mais j'ai que des bons souvenirs. Et vraiment, il y avait des souvenirs qui étaient mauvais et qu'en fait, maintenant, ils sont bons, quoi. Quand j'ai fini deuxième au Mans en 2008, j'étais très déçu d'avoir fini deuxième. C'était sur 908, non, c'est ça? 908. Parce qu'on avait amplement la voiture pour gagner. On était beaucoup plus vite qu'eux, mais tout ce qu'on a fait, c'est qu'on n'était pas encore assez bien préparés. C'était quoi? C'était Toy en face, non? C'était quoi? C'était qui? Comment? Qui avait gagné Le Mans cette année-là? C'était Audi. Ah, Audi, ouais, ok, d'accord. C'était Capello, McLeish, Christensen qui avait gagné. Ouais. Et moi, j'étais avec Marc Genet et Jacques Villeneuve. Et nous, en fait, on était beaucoup plus vite. On a mené pendant je ne sais pas combien de tours et puis on a abandonné. Mais d'un autre côté, c'était une superbe course, quoi. Une course de bagarre, mais des changements climatiques. Raconte des anecdotes de course, des trucs marrants que les gens ne savent pas, des petits soit des trucs incroyables, des coups de cul, du hasard, 2-3 petits trucs comme ça là, pour nous mettre un peu dans le jus. On est bêtes, nous, les pilotes. Hein. Vous êtes bêtes. Des fois, on fait des sacrées conneries. Hein. Vas-y. Faut pas aller trop loin. Mais bon, je ne sais pas si personne l'avait lu déjà une fois. J'étais avec Sarrazin, qui est un super pote à moi, et avec Stéphane, tu vois qui c'est, Stéphane le pilote. Ouais. Et avec Stéphane, on est à Spa, et pour le premier roulage, on n'a pas encore mis le cul dans la voiture, on n'a pas encore fait un tour de voiture. Et j'ai dit à Stéphane, on se dit tous les deux, allez, 50 €, le premier qui passe à fond. Si je passe à fond en premier, dans le premier tour, je sors des stands et je passe à fond dans le rouge. Hein. Il a dit, il gagne 100 €, il gagne 50 €. Donc on serre la main. C'est con quand même, hein, parce que ça craint, quoi. Il n'y a personne qui le savait, ça, dans le team. Hein. Et puis moi, en fait, lui, il était dans une voiture, moi, j'étais dans l'autre. Et je regarde. Puis moi, on avait un petit problème technique, donc je suis parti 5 minutes après lui, quoi. Donc, je regardais les acquisitions de données avec les ingés, sans qu'ils sachent pourquoi je regardais, quoi. Je le vois partir. Et nous, en fait, à l'époque, on sortait d'en bas. Donc, il a fait le tour du circuit. Et puis, le premier tour lancé, il passait au rouge. Et je regardais le premier tour. Bam! À plus de 300, il est passé dedans, quoi. À fond, quoi. J'ai fait, oh putain, enfoiré. Donc j'ai fait pareil après, quoi. Je suis passé à fond. Mais c'était chaud, quoi, comme Paris, quoi. C'est chaud parce que même nos coéquipiers ne sont pas passés à fond dans le premier tour, quoi. C'était juste Stéphane et moi, on s'est mis comme ça, le couteau sous la gorge, juste pour 50 €, quoi. C'était surtout parce qu'on s'est dit, ouais, je te parie 50 €, je ne passe pas à fond dans le rouge, quoi. Et ouais, on est passé à fond. Et on n'a pas cassé la voiture, donc c'est bon. C'est tout ça, ouais, ni la voiture, ni le pilote. Ouais. Puis on en a fait des petites conneries, on en a fait. Hein. Ah ouais? Bon, après, on s'amusait bien parce qu'il y avait une bonne ambiance. On faisait toujours la fête après les courses, on faisait des petites sorties tous ensemble, on faisait. Le Mans, globalement, tu trouves que tu dirais que c'est plus sain et plus sympa que la F1?
pense que la F1 c'est bien aussi, mais la F1 c'est un sport individuel quand même. Donc, tandis que dans l'endurance, la F1, tu te prépares une voiture, tu as besoin de ton team avec toi pour préparer ta voiture. C'est plus, tu es un peu plus seul maintenant en F1 que je pense que ce qu'ils étaient à l'époque. Ouais. Dans les années 80, les années 70, les années 80, les pilotes, ils étaient vachement comme c'est maintenant en Formule 3, par exemple, ou en F2, des teams de 15 personnes qui font rouler une voiture, et puis tu t'attaches à tout le monde, à tes mécanos, ton ingénieur, tu fais du travail de fond, tu essaies de trouver des idées, tu fais du développement. En F1 maintenant, le pilote, il monte dans la voiture et juste il exploite ce qu'on lui donne. C'est même pas vraiment lui qui la règle la voiture, c'est l'ingénieur presque, quoi. Ouais. Donc c'est plus le pilote, il est juste, c'est la machine à aller vite, quoi. Et c'est lui qui arrive à extraire le maximum de sa voiture et puis à être un super bon bagarreur en course et puis à extraire plus que les autres, quoi. Il a plus à sortir des situations, à gérer mieux ses pneus, voilà, ce genre de trucs, quoi. Tandis que l'endurance, tu travailles toujours sur des setups sur la voiture, tu fais toujours du développement, tu travailles avec tes coéquipiers. Les courses sont plus longues, donc il y a plus de stratégie automatiquement. La stratégie en F1, c'est à fond, à fond, à fond. Essence, à fond, à fond, à fond, à fond. Ouais. Et puis tu changes les pneus aussi, et puis voilà, quoi. Mais non, c'est pas essence, c'est pneus, qu'est-ce que je raconte, toi? Tu changes les pneus, et puis tu repars, tu changes les pneus, tu repars, et c'est le team qui gère tout ça. Est-ce que quand tu es en endurance, tu peux toujours travailler sur ta consommation d'essence, sur faire durer ton pneu sur 2 stints, 3 stints, 4 stints même. Tu peux gagner vachement sur beaucoup plus de travail à faire toujours que la F1, je trouve. Donc moi, j'aime bien le travail d'équipe. Donc, c'est ça qui me botte. Je préfère le travail d'équipe que le travail individuel. Ouais. Je l'ai aimé jusqu'à ce que je tire un trait sur ma carrière de pilote monoplace. Et je me suis lancé dans l'endurance parce que c'était les bonnes opportunités à l'époque. Et puis, j'ai adoré, quoi. Ouais. J'adore faire partie d'une équipe. Ah bah c'est une ambiance qui n'a rien. Enfin, je pense que c'est une ambiance qui n'a rien à voir en soi, hein. Et puis, effectivement, tu as plus l'impression de te battre avec des copains contre le reste du monde, plutôt que de te dire putain, je suis seul au monde, il faut même que j'aille défoncer mon coéquipier que je vois tous les matins au petit-déj, quoi. Après, tu veux toujours le défoncer un petit peu, mais c'est gentil, quoi. Ouais, tu veux juste faire des meilleurs temps, c'est tout. Tu veux juste faire des petits meilleurs temps, mais tu sais aussi que tu ne peux pas faire de conneries, quoi. Il faut que la voiture, tu la ramènes. Il faut que, pour avoir un résultat, c'est à 3 que tu l'as. C'est pas tout seul, quoi. Qu'est-ce qui a le plus changé entre tes débuts au Mans et en 17 participations? C'est quoi l'évolution que tu vois? C'est bien, c'est devenu beaucoup plus facile, hein. Plus facile de rouler? Ah ouais, c'est beaucoup plus facile, hein. Les pilotes, maintenant, je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais c'est devenu vraiment un gros sprint d'endurance quand même, parce qu'il faut pas mais il y a plus le droit à l'erreur parce que les circuits ont changé aussi. Ouais. Le circuit, il a beaucoup plus il est beaucoup plus sécurisé et c'est bien dans un sens. Mais dans un autre, tu as la nostalgie de l'époque où le pilote qui allait prendre un risque et qui le prenait à tous les tours et qui faisait pas d'erreur en plus, qui prenait des risques, il faisait une différence impressionnante. Ouais. Maintenant, les pilotes qui prennent des risques, s'ils passent derrière le vibreur, ils se remettent sur la piste. Ouais. Parce qu'avant, tu passais derrière le vibreur, tu écrasais la voiture contre le mur et la course était finie. Donc, tu poussais pas, tu attaquais pas de la même manière. Ou alors, tu attaquais hyper fort, mais tu étais hyper confiant en toi et tu faisais pas d'erreur. Tu trouves ça dommage? Ah oui, ouais, moi je trouve ça dommage. Après, je comprends que la sécurité, tout ça, ça fait partie de l'évolution des choses, hein. Mais même les voitures, j'adore les palettes au volant, mais j'aimais bien la boîte de vitesse, comment préserver ta boîte de vitesse, comment pas faire de sur-régime quand tu changeais un rapport. T'imagines, tu faisais 4 heures d'affilée dans une voiture sans faire un sur-régime. Parce que si tu en faisais un, de toute façon, le moteur, tu le pétais, quoi. Ouais, c'est chaud. C'est pas facile. À chaque fois que tu tombes une vitesse, tu n'en tombes pas qu'une de vitesse, hein. Ouais. Tu en tombes 4 à chaque chicane pendant je ne sais pas combien de tours, 4 là, 3 là, tu en remontes 4, tu en redescends 3. Il faut chaque fois que tu les changes, il faut que tu fasses attention à tes freins, il faut que tu fasses attention à ne pas te prendre trop du vibreur parce qu'à l'époque, il y avait plus de crevaisons, parce qu'il y avait des graviers, le circuit était moins propre.
C'était putain, c'était un C'est sacré talent. Hein. il y avait à ta place, entre guillemets, on va dire plutôt de l'autre côté de mon écran, pour le même exercice, j'avais un monsieur qui s'appelle Jean-François Verroux. Je ne sais pas si ça te parle. Mhm. Voilà. Et du coup, on a évidemment beaucoup parlé de l'endurance, du WEC en général et du Mans en particulier. Et c'est assez amusant. En fait, il avait la même, il avait la même lecture, mais plus, tu vois, d'une certaine façon, de dire que la magie de ce sport, c'était aussi parce qu'il était dangereux et que en enlevant le danger, tu retirais un peu de la partie mythique qui fait rêver, en fait. Et Ah, il c'est a vrai que absolument raison quelque part. tu te dis, putain, les mecs, dans le raidillon, s'ils s'explosent, c'est fini. Tu vois les gars qui passent comme des balles et tu te dis, putain, ouais. Tu vois, ça participe du mythe, tu vois. Et c'est vrai que tu le perds un peu avec un truc qui est un peu plus aseptisé, quoi. C'est sûr. C'est sûr que tu veux faire la différence sur un circuit, par exemple, je sais pas, moi, j'arrive à Signes au Ricard. Mm. C'est un virage qui se passe à fond en MP2, par exemple, mais qui n'est pas facile à fond. Mais tu sais que même si tu le passes à fond, que tu te loupes un peu, tu vas passer derrière le vibreur, parce qu'il y a du bitume derrière. Ouais. Tu vas revenir. Donc en fait, tu dis, ok, je vais essayer de le passer à fond, même si je me loupe, je passe derrière le vibreur, mais je sais ce que ça va faire. Comme ça, moi, je peux travailler sur moi-même pour chercher la limite. Ah, c'est pas passé, bon, mais tant pis. Comme dans un jeu vidéo. Ouais. Tu vas t'amuser, tu vas passer derrière le vibreur. Là, c'est pas aussi facile qu'un jeu vidéo. Mais tu le fais. Alors qu'il y a 20 ans en arrière, Signe, c'était à peu près le même virage, sauf qu'il y avait le gravier et le rail, quoi. Et tu te loupais, tu étais dans le gravier et dans le rail. Et tu le prenais à 300 km/h, le truc, quoi. Donc, le risque, il fallait que tu le juges bien, toi, dans ta tête. Il fallait être bon pour faire ça. Mm. Donc, ça a donné beaucoup plus de facilité à pas mal de pilotes. Parce qu'ils n'ont pas besoin de juger vraiment à l'instinct comme Ouais. certains ont fait toute leur carrière. Un mec comme Sébastien Loeb, il a fait du rallye, il a fait du circuit. C'est un mec impressionnant, quoi. Il a de l'instinct, il sait faire un peu tout et il pilote sur ça. Ouais. Un jeune maintenant qui a fait un jeune de 14 ans maintenant, eh ben, il va faire du circuit et puis il aura l'habitude de pouvoir faire des erreurs à certains endroits pour pouvoir s'habituer. Disons que tu fais plus payer aujourd'hui la régularité et le passage au millimètre que le posage de couilles en disant bah, je touche pas au frein, j'y vais et puis on verra comment ça passe, quoi. Ouais. Ouais. À l'époque, tu pouvais faire des différences, quoi. Maintenant, c'est plus difficile de faire la différence. Mm. La différence, c'est 1, 2 dixièmes. Avant, tu partais, des fois, tu pouvais mettre une demi-seconde, presque une seconde à la concurrence. Parce que toi, moi, j'ai tout mis par terre et je suis passé à 2 cm, à même pas 1 centimètre de m'exploser dans le rail, de couper le rail en deux et de finir dans les arbres. Mais j'ai pris le risque parce que toi, tu ne sentais pas le prendre, moi, je l'ai pris et c'est passé. Ouais. Et c'est là que tu faisais la différence. C'est sûr que c'était dangereux, mais ça montrait aussi certaines caractéristiques de pilote. Il y a un pilote incroyable qui t'a marqué plus que les autres. Oui. Pardon. Le pilote qui m'a le plus marqué, c'est Montoya. Ah ouais? Ouais. Je dirais que c'est le pilote le plus talentueux. Comment? Il était colombien, non? Colombien. Et d'ailleurs, il roule toujours aux États-Unis. Il roule en IMSA maintenant. Ouais, ok. Ça. Et c'est le pilote, honnêtement, le pilote le plus talentueux que j'ai rencontré depuis que je fais du sport automobile. Pourquoi? Comment? Il est juste naturellement meilleur que tout le monde, quoi. Ah ouais? Lui, il n'avait pas besoin de faire grand-chose pour aller vite, alors que toi, il fallait qu'à un certain niveau, il fallait que tu te bouges le cul pour t'entraîner, pour te préparer, Mais du coup, comme quoi, tu vois, il a quand même pas eu. Enfin, bon, il a eu une belle carrière en F1, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a jamais obtenu de titre incroyable. Donc, c'est que il n'y a pas que le talent qui permet de payer, quoi. Il s'est pas mis
C'est pas quelqu'un qui s'est dit, moi, je cherche à être champion du monde de partout, à faire ça, à faire ça. Il a fait là où il a roulé là où il se sentait le mieux, là où il prenait le plus de plaisir surtout. Donc Et en fait, il a fait la F1, il a quand même gagné, il a gagné Monaco, il a gagné Saint-Indianapolis 2 fois, il a gagné des courses de NASCAR, il a gagné beaucoup de choses. Il a gagné le championnat kart, il a gagné IndyCar. Donc c'est vrai qu'il a gagné des choses. Il n'a peut-être pas gagné de championnat F1 ou Le Mans, mais c'est un mec quand même il a fait fort quand même. Je trouve que c'est c'est un beau ce qu'il a gentil coup de volant. fait. Et tu n'as pas besoin d'être champion du monde F1 pour être le meilleur pilote au monde, quoi. Ouais. Tu n'as pas besoin d'avoir même gagné le plus de championnats que les autres pour être le meilleur pilote au monde. Moi, je l'ai vu juste lui en tant que pilote, comment il roulait, comment il pilotait, comment il faisait ses trucs. J'ai trouvé qu'il était impressionnant, quoi. Il faisait des trucs que je ne savais pas faire. Donc, je me suis dit, waouh, lui, il est talentueux, quoi. Chapeau. Ah ouais, chapeau. Hein. Et là, je pense qu'il a impressionné beaucoup de gens dans sa carrière. Ouais, tu m'étonnes. Bah, du coup, tu vois, quand je te donnais les timings des interviews au début, je te voyais un peu écarter les yeux ronds, mais tu vois, on est à 2 heures là. Alors, je suis en train de. En plus, moi, je pars à Barcelone demain, quoi. Ah putain, tu sais, on aurait pu en passer 5 de plus parce que, Ouais. juste pour conclure, Nick Minasian, fais un peu ton auto-promo là. Il fait quoi maintenant, Nick Minasian? Alors, je fais quoi? J'essaye de faire autre chose que de piloter. Je l'ai vu venir. Donc, j'ai vu ma carrière qui était allée, Nico, tu as 45 ans. 44, 45, c'est bon, tu commences à être une vieille godasse. Et j'ai toujours aimé le management, j'ai toujours aimé le côté sportif de la course. Ouais. Et donc, je me suis lancé à travailler dans le sportif. Je voulais toujours avoir mon team à moi, que j'ai jamais réussi à monter tout seul parce qu'il faut du financement et j'avais pas ce qu'il fallait pour le faire. Ouais. Donc, je me suis appuyé sur d'autres teams. Et finalement, je m'éclate à faire ça maintenant. J'ai bossé chez Dragon Speed une année où j'ai gagné le championnat. Et depuis, je suis chez IDEC. Donc, je suis directeur sportif du team. Je m'occupe de plein de choses avec des gens top avec qui je bosse. Et je prends un plaisir, super plaisir à le faire parce que les gens avec qui je suis dans le team, c'est des gens avec qui j'aime bosser. Bon bilan parce qu'en fait, on a passé en revue ce qu'on voulait passer. C'est toujours la même histoire au Mans. On a un plan de travail et il faut le respecter. Donc, on a fait le travail sur les pneus. Donc, on a changé aucun pneu. On a fait toute la séance de 4 heures avec le même train. Donc on sait à peu près où on va pour la course. On a aussi fait 2-3 changements sur l'aéro. C'est hyper important ici parce que c'est un circuit à basse vitesse, donc il nous faut des vitesses assez élevées. Et là on a aussi une bonne idée de ce qu'on veut faire. Donc maintenant on va tout cadrer avec les ingénieurs et puis repartir pour la vraie séance de qualif à 10 heures. C'est motivant pour tout le monde, ça veut dire qu'on est sur la bonne fourchette de setup sur la voiture. Et c'est bien, on est comme ça depuis le début des essais il y a 2 semaines. On continue sur notre lancée, donc ça c'est bien. Merci. On est tous un peu... on passe du bon temps en faisant de la course de la manière qui me plaît, quoi. Ouais. Sans trop se prendre la tête, mais on fait tout bien, quoi. Ouais. Et donc du coup, on a quand même gagné le championnat l'année dernière, donc on a quand même fait les choses bien, quoi. Bah, tu m'étonnes. Et puis je m'occupe aussi, j'organise quelques événements en historique avec Master. Ouais. Donc ça s'appelle Master Endurance Légende. Et moi je m'occupe de faire rouler des voitures, des protos, des GT du Mans. Bah, il faut que tu nous invites, hein. On viendra faire des images et des interviews et tout. Là, on est hyper chaud, hein. Il faudra que tu viennes. Je t'enverrai le calendrier. Grave. Et puis aussi, je suis partenaire dans un business de restauration de vieilles voitures. Oui. Vieilles voitures. C'est ce qui se dit, c'est pas si vieux que ça. C'est surtout voitures proto, groupe C et GT des dernières années au Mans, quoi. Ouais, mais donc il faut qu'on vienne te voir aussi. Ouais, ça s'appelle BBM Sport. BBM Sport. Il faut qu'on vienne te voir aussi. Voilà. Ouais, c'est génial. Bon, écoute, franchement, j'ai déjà dit et je le redis, on aurait pu passer 3 heures de plus ensemble parce que franchement,
Et Tu m'as fait partir dans des trucs, je sais même pas ce que je t'ai dit là depuis tout à l'heure, quoi. ah non, mais c'est génial. Attends, c'est une chance incroyable pour des gens comme nous qui ne pouvons pas ou n'avons pas l'habitude de côtoyer des profils comme le tien, d'entendre un gars qui a fait 17 fois le Mans te parler de la boîte de vitesse qu'il fallait que tu récupères parce que enfin, que le lever de vitesse, sinon il dégageait et que tu étais obligé de pomper quand tu arrivais dans la chicane des Nodières, tu vois. Ça, c'est des souvenirs géniaux, mais tu te dis, putain, franchement, ça me manque un peu aujourd'hui, tu vois, sur tout ce qu'on peut Et voir. c'est ce que tu fais là, moi. Moi, j'adore partager la passion que j'ai, quoi. Donc, ça ne me dérange pas de parler de ce que je fais. J'ai tellement de chance de faire ce que je fais. J'ai la chance de continuer à le faire en plus. Donc, Écoute, si je peux partager. c'est génial. Mais pour info, j'ai un petit jeune qui bosse avec moi qui est une encyclopédie vivante des bagnoles et surtout des voitures de course. Quand je lui ai dit qu'on faisait une petite visio avec toi, il m'a dit putain et tout, c'est incroyable, il faut que je lui parle, machin, attends, c'est une star, je connais ça et tout, j'ai plein de questions à lui poser. Donc, tu lui en voudras pas, je lui filerai probablement ton mail et il m'en rappelle. Après, un petit peu, hein, c'est pas un problème. Ok, bon, il a plein de questions à poser. Il m'a dit, putain, je veux absolument écrire un article sur lui. Donc, tu n'auras Donc, probablement pas de questions sur les courses techniques et tout, mais je laisserai faire ça. Il est beaucoup plus calé que moi et c'est plus son boulot. Moi, je suis là pour faire parler les gens et avoir des sourires comme ça et partager des vies comme la tienne pour les gens qui se disent, et pourquoi pas un peu la passion automobile et en l'occurrence des anciennes. Mais c'est cool. Merci Quentin, c'était super. Moi, il va falloir que j'y aille. Je suis désolé. merci à toi, merci pour ton temps. Et puis, on va arrêter l'enregistrement. Les deux toutes petites choses, si tu as de l'icono ou des vidéos, il faut vraiment que tu nous les envoies parce qu'on essaiera de les faire passer au montage. De l'iconographie des photos. Ah d'accord, ok. Il faudra que je vois ce que j'ai. Je vais m'en occuper. Je sais pas quand est-ce que tu veux faire passer. On a le temps, hein. Franchement, on a le temps. Je pense que ça sera diffusé, je sais pas, peut-être en août ou en septembre, je sais même pas. Tu vois, on en a quand même encore dans la réserve. Donc, il n'y a pas de pression. Mais si tu as des photos ou des petits films, il faut vraiment nous les filer. Et puis, pense à une ou deux personnes qui se prêteraient à l'exercice. Je suis hyper chaud. Quel que soit le profil, que ce soit du mécano à l'ingénieur, au team manager, au sponsor même, tu vois, je suis… Non, j'ai un mec qui s'y porterait bien et qui parle beaucoup en plus, c'est un top. J'ai le mec qui s'occupe des data et qui est ingénieur sur notre voiture en P2. Ah bah génial. Il a déjà fait, on a fait Daytona ensemble, il a fait Le Mans avec Robellion en P1, il a fait Le Mans en P2, il a fait plein de trucs déjà. Ah bah hyper chaud, hyper chaud. Il est jeune en plus, donc c'est bien quoi. Hyper chaud. Jeune, ouais. Ok, bon, et ben écoute, je t'embrasse. Merci 1000 fois pour ton temps. Merci beaucoup. Et n'hésite pas à m'en rappeler. Si, tu as mon numéro, de toute façon, non? Oui, j'ai ton numéro, tes coordonnées, ton adresse, ta taille de t-shirt et de caleçon. Si tu es en train de bouger à droite à gauche, tu m'appelles, je réponds au téléphone. Trop cool. Et j'espère que je pourrai passer te voir sur un event. Ben, on se tient au courant. Ok? Ça marche. Salut Nick. Merci. Ciao.